Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Le mouvement germinal accueille aujourd'hui, a l'immense plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon qui viendra présenter l'édition revue et augmentée de son livre L'air du peuple. L'interprétation durera entre 1h15 et 1h30 et suivra ensuite une séance de questions avec la salle. Et à la fin, après la conférence donc, sera organisée une séance de vente du livre et de dédicace à l'extérieur. Vous êtes très nombreux à avoir voulu venir et beaucoup malheureusement ce soir. La conférence sera filmée et puis nous mettrons la vidéo de la conférence sur l'événement Facebook de façon à ce que tous puissent le voir. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Mélenchon. Merci. Vous l'entendez pas bien. Et vous m'entendez bien? Ça va aller alors. Merci de m'accueillir, à l'association de m'avoir invité et à vous tous d'être venus. C'est toujours pour moi un moment heureux que de rencontrer des gens dont je sais, compte tenu où je me trouve, qui sont intéressés à la chose publique, à la pensée politique, à l'organisation de sa cohérence, et en sachant d'entrée de jeu, ce qui est pour moi peut-être le plus excitant, que vous n'êtes pas tous de mon avis, et que certains d'entre vous n'appartiennent pas à la famille politique ou intellectuelle à laquelle je suis rattaché par une vie entière d'engagement. C'est une bonne chose que cette rencontre ait lieu et j'espère que le frottement des idées, dans un moment de votre vie où vous avez l'esprit le plus ouvert, car il n'y aura plus rien à tirer de vous, vu que vous serez retourné aux lamentables convictions de vos familles si vous n'êtes pas de mon bord. Bon, ça vous permettra de voir au moins une fois dans votre vie un orateur de gauche qui n'est pas une bête écumante, un couteau entre les dents et agressant furieusement tout ce qui passe à sa portée. Encore que j'en sois capable. Bon, c'est l'IEP, on peut se permettre quelques facilités intellectuelles. On suppose que vous savez ce qu'est le matérialisme philosophique et l'idéalisme philosophique. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique et donc du matérialisme historique. Je présente un livre, L'air du peuple, que j'ai écrit moi-même, pas à la main, car il y a maintenant plus de 10 ans que j'utilise un clavier. Et ce livre prétend proposer une vision globale et cohérente du temps que nous vivons. J'insiste sur cette idée qu'il est nécessaire pour avoir une pensée tactique, stratégique et pratique cohérente, d'avoir d'abord des idées claires et cohérentes. L'appartenance à l'école du matérialisme historique, je la fais pour vous signaler que je crois non pas seulement au mouvement des idées dans la cité, mais aux contradictions de l'organisation de la cité qui oblige à produire des changements. Dans le marxisme, on analyse les contradictions du capitalisme qui doivent conduire à sa chute et à la transformation de la société capitaliste en société socialiste. Comme auparavant, d'autres formes de société ont transité d'un point à un autre de la société des serfs et des seigneurs de la société féodale à la société bourgeoise, et ainsi de suite. Mon livre L'air du peuple est héritière de cette vision du monde, mais en même temps, elle le dépasse. Mon intention est de pointer des faits radicalement nouveaux qui nous contraignent à des changements radicaux dans nos manières d'être. En cela, elle se rattache à l'ancienne méthode d'analyse par les contradictions de la société, mais ce qu'elle met à nu est nouveau. C'est radicalement et totalement nouveau. Mais comme vous êtes né dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Et comme les gens de ma génération ont le nez collé dessus, c'est à peine s'ils se rendent compte de ces changements immenses qui font que les choses que nous nommons par des noms ne correspondent pas à ce qui était désigné autrefois. C'est pourquoi, en exergue du livre, j'ai placé une formule
de 100 ans de solitude de Garcia Marquez, qui raconte, à la faveur de circonstances romanesques particulières, les dernières pensées du colonel Aureliano Buendia au moment où il va être fusillé. Il se souvient du temps où la vie dans le Nouveau Monde commençait, et où, dit-il, les choses étaient si nouvelles, si inconnues, que pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Toute l'importance du mot utilisé à bon usage est dans cet instant. Si vous nommez mal les choses, il est à peu près impossible de réfléchir sur elles. Et en particulier, la plupart du temps, nous parlons d'une crise, ou des crises, qui traverseraient notre société. Il y a en particulier la crise. C'est la crise. C'est la crise depuis 40 ans. Et comme c'est la crise depuis 40 ans, mieux vaut fermer sa grande bouche et se contenter du travail qu'on vous donne, se contenter de la paye qu'on vous donne, car c'est mieux que rien. La crise est l'alibi d'un système d'aggravation permanente des conditions d'existence des gens. Mais elle a une réalité que chacun peut observer par la marée montante du chômage, la marée envahissante de l'extrême pauvreté et les autres conséquences de cette situation, la surexploitation au travail, la multiplication des gens, du nombre des gens qui meurent à leur poste de travail, qui sont rendus malades par l'exercice de leur travail ou qui le sont par le modèle agricole que vous connaissez, qui pourrit l'air, l'eau, la terre, les gens qui la travaillent et tous ceux qui en consomment les produits. Voilà un petit résumé de l'agriculture productiviste que je vous prie d'emballer et de partir avec chez vous pour la méditer. On parle de crise et le mot crise a quelque chose de rassurant. C'est qu'on imagine une perturbation provisoire avant le retour à l'équilibre. Or, le monde ne redeviendra plus jamais ce qu'il a été. Pas seulement parce que j'ai l'intention de répéter ce truisme qu'on entend à intervalles réguliers, le monde a changé, il faut changer. Il se garde bien de dire pourquoi il a changé. C'est la mondialisation. Ah ben non, ça c'est pas un changement. L'Empire romain, c'était déjà la mondialisation. L'Empire hittite, c'était déjà la mondialisation. Ce qui a changé, ce n'est pas d'habitude ce que l'on cite. Mais ces changements, que je vais mentionner, ont deux conséquences. D'abord, ils font bouger radicalement la trajectoire de l'humanité. C'est pourquoi il ne faut pas parler de crise, mais de bifurcation. La bifurcation, tout le monde comprend ce que c'est un mobile, un système dynamique, tout est système dynamique. Le réel est un système dynamique dans le temps, et la modification de quelques paramètres fait changer la trajectoire générale. De quelques paramètres, il n'y a pas besoin que tout change. Mais quelques paramètres décisifs peuvent produire un changement qui n'est pas proportionnel à l'événement, qui initie cette bifurcation. Premièrement, une bifurcation, et deuxièmement, un état d'urgence. C'est-à-dire que contrairement aux autres périodes de l'histoire, où on pouvait considérer, pour résumer et utiliser une formule triviale, qu'on avait le temps, cette fois-ci, on n'a plus le temps. Il va donc falloir changer vite, et sans doute le ferons-nous dans l'improvisation la plus totale. Car admettre que les fondamentaux du monde dans lequel nous vivons vont changer et changer d'un seul coup est une épreuve intellectuelle extrêmement pénible. Pas pour vous, qui avez encore du temps pour réfléchir, mais tous ceux en particulier qui tirent de grands avantages de la situation présente et n'ont pas l'intention de faire cesser ces privilèges un seul jour. Quant aux autres, comme ils sont rabaissés, eh bien, le plus souvent, ils ont le plus grand mal à imaginer que le monde puisse être autrement, car ils passent une bonne partie de leur temps, non pas à vivre, mais à survivre. Quelles sont ces bifurcations essentielles? La première, celle qui va fonder la nature matérialiste du raisonnement que je vais vous présenter. La première, la plus importante, celle qui va structurer toutes les autres, c'est le nombre des êtres humains. Le nombre des êtres humains est le paramètre invisible, celui dont on parle peu,
et qui pendant des siècles n'a pas eu vraiment d'importance assez significative pour qu'il soit enregistré comme un des fondamentaux des analyses appropriées. Pourquoi? Il a fallu 200 000 ans pour qu'on atteigne le premier milliard d'êtres humains, en 1800. Et ensuite, il n'a fallu que 120 ans pour qu'on atteigne le deuxième milliard d'êtres humains, en 1950. En 1950, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Il y en a aujourd'hui 7 milliards. 7 milliards. 200 000 ans pour atteindre le premier milliard, 200 ans pour atteindre 7 milliards d'êtres humains. Et en 2050, vous serez 10 milliards. On voit la première immédiate conséquence. D'abord parce qu'on connaît le passé. Chaque fois que l'humanité double, il se produit une rupture technique décisive dans son mode d'existence pour faire face à l'augmentation des êtres humains. Tout le monde comprend ça, c'est assez facile. Si vous êtes 10 aérés dans des étendues où il n'y a personne, vous pouvez imaginer que la cueillette va vous permettre de survivre. Et peut-être même de trouver de quoi faire survivre les enfants qui vous viendraient. Mais quand vous passez de 10 à 100, la situation est différente. Déjà, il faut aller faire de la cueillette sur des espaces de plus en plus vastes et se déplacer. Et quand vous êtes 1000 de même, et ainsi de suite. Et lorsque vous êtes en certain nombre, vous êtes obligé, si vous voulez survivre, et d'ailleurs on n'y est pas toujours parvenu, des groupes humains se sont éteints, d'autres groupes ont progressé à la faveur de telle ou telle petite circonstance micro-locale qui leur a permis de survivre, et ainsi de suite. L'accumulation s'est faite. Elle s'est faite parce qu'il a fallu trouver des techniques pour nourrir, et quand ces techniques étaient performantes, eh bien, la prise sur la nature se traduisait par le fait que les gens mouraient moins, les enfants mouraient moins petits, qu'il en survivait davantage, et que le groupe humain pouvait commencer à s'étendre. En même temps qu'il s'étend, se produit un phénomène connu des anthropologues, c'est l'augmentation du savoir cumulatif. Le savoir cumulatif est une caractéristique des êtres humains. Les êtres humains en ont deux au moins. Premièrement, c'est une espèce d'apprentissage. Mais elle n'est pas la seule. Il y a des animaux sociaux qui s'entrapprennent les choses. Mais les êtres humains accumulent ce savoir, et ce savoir fournit une base à un développement exponentiel des savoirs suivants. D'autant que comme c'est une espèce en apprentissage, les uns apprennent aux autres. Plus il y a de monde, plus statistiquement il y a de chances que se trouvent des gens capables de reproduire une expérience réussie. Moins il y a de monde, moins la probabilité est grande que les gens reproduisent une expérience réussie. Si bien que la transmission des sciences et des techniques dans les âges où il n'y avait pas l'écriture pour la stabiliser, et où le savoir dépendait de la tradition orale, dans ces conditions, chaque fois que les groupes humains se sont étendus, ils ont développé leur savoir, et nous avons la preuve du fait que l'inverse est vrai, ce qui nous permet de le vérifier. Lorsque les groupes humains ont réduit en nombre, ils ont perdu une partie de leur savoir et des prérequis de ces savoirs eux-mêmes. Que s'est-il passé maintenant que nous voici dans une situation où l'humanité a triplé pendant la vie d'un seul être humain? Moi. Et quelques autres dans cette salle. L'humanité a triplé en nombre. Qu'est-ce qui s'est passé que vous ne voyez pas et que personne ne voit? D'abord, il y a un effet, je vais commencer par la culture, c'est plus drôle. Quelque chose, les êtres humains nombreux changent. Vous êtes une variété d'êtres humains qu'il n'y en a jamais eu. Et ceci pour plusieurs raisons que je vais évoquer maintenant. Je commence par les raisons culturelles de ce changement. Dans les années 50, à peine un peu plus de 50% de l'humanité savait lire et écrire. Aujourd'hui, c'est 80%. Je parle des années 50. 80%. Qu'est-ce que savoir lire et écrire? C'est vaincre la frontière du temps. Car vous ne dépendez plus de la tradition orale.
et chacun d'entre vous peut accéder au savoir de quiconque autre a écrit, où qu'il se trouve, et à quelque époque il est écrit. La frontière du temps est vaincue par le savoir lire et écrire. C'est d'autant plus important que l'augmentation du nombre des êtres humains rend plus que jamais nécessaire ce procédé de transmission des savoirs. Le monde est jeune, et la tâche de transmission est ardente et urgente. Le monde est très jeune. On ne le sait pas dans nos sociétés, on le perd de vue souvent. Plus de la moitié de l'humanité a moins de 25 ans. Le tiers de l'humanité a moins de 15 ans. Nous vivons dans un monde jeune et chaque génération est un peuple nouveau. La transmission des savoirs est un enjeu. La manière d'être reliés les uns aux autres est un enjeu d'autant plus important que le nombre de ceux qui sont impliqués va croissant. L'espérance de vie s'est allongée, passant de 47 ans en moyenne sur la planète à 69 ans aujourd'hui. Et des modifications fondamentales se sont produites dans la part la plus intime de notre identité d'être humain. Exemple. Je pourrais vous parler de la manière avec laquelle nous sommes en train progressivement d'avancer vers une victoire contre la mort elle-même. Vous êtes sans doute la génération qui connaîtra les premières et plus grandes victoires contre la mort elle-même. Ça peut vous paraître étrange que j'aborde un sujet comme celui-là, mais c'est juste pour obliger à réfléchir à ce que c'est que d'être un être humain si vous avez vaincu la mort. Et vous voyez bien que c'est plus du tout pareil que d'être un être humain si vous n'avez pas vaincu la mort et que vous savez que la mort est là, elle frappera vos pères et mères, vous-même peut-être, vos voisins, ceux qui vous entourent. Pourtant, l'espérance de vaincre la mort, c'est la frontière du temps intime. Condorcet, dont le sort était en bonne partie réglé au moment où il a écrit ces lignes, attendait d'être arrêté. Et le dernier texte qu'il écrit, ce n'est pas pour imaginer Facebook, les navires à vapeur ou quoi que ce soit de semblable. C'était pour dire, je suis tellement sûr de la capacité des êtres humains à comprendre, à connaître, que je suis certain que l'humanité vaincra la mort. On a en partie commencé à la vaincre, par les soins qu'on est capable d'apporter quand la maladie se présente. On est déjà capable de remplacer une partie du corps par des organes, soit qu'on les transplante, ce qui n'est rien, soit qu'on les remplace, et l'homme bionique commence à se dessiner par-ci par-là, et tout le monde connaît au moins une personne qui a des hanches en plastique, et des bouts du corps qui sont rapportés. D'ailleurs, nous-mêmes, avec nos lunettes, nous donnons déjà une première idée de ce que ça peut être le changement et la réduction d'une fatalité biologique. Bon, comme ça ne vous ébranle pas plus que ça, le sujet est assez lointain. Je vais prendre un autre exemple qui vous montre comment une aptitude biologique, quand elle cesse d'être un destin social, modifie radicalement l'intérêt des êtres humains. Je vais parler de la contraception. À peine 10% des femmes avaient accès à la contraception dans les années 50. 60% des femmes y ont accès aujourd'hui. Il en reste 40% qui n'y ont jamais accès. Mais 60% y ont accès. Ça signifie que ce qui hier était une aptitude biologique se concluant par un destin social, ce cycle-là est revenu. Et voici des êtres humains complètement différents dont les relations de couple sont radicalement transformées par le fait que s'y introduit quelque chose de plus terrible même que la fatalité, la liberté. Et la nécessité de prendre des décisions, et ce n'est pas plus facile que de subir. Voilà ce que veut dire un changement qui procède de la culture scientifique et technique, qui rend possible la contraception, et qui change radicalement un aspect de l'identité humaine. De même qu'on s'attendait avant à l'enfant, aujourd'hui on s'attend à la mort. De même qu'on peut diriger sa décision concernant l'enfant, un jour ou l'autre, on devra diriger sa décision vis-à-vis de la mort. Et maintenant même, peut-on commencer à imaginer qu'il faut inscrire ces deux libertés fondamentales
dans les moyens dont elle dispose pour s'accomplir, dès maintenant comme des libertés fondamentales. Petite parenthèse, avant de revenir aux autres bifurcations. La liberté de disposer de soi, que ce soit pour enfanter ou non, ou que ce soit pour vivre ou non, doit être conçue comme une liberté créatrice de l'identité humaine, parce que c'est cette liberté-là qui établit toute la vie. Et voilà pourquoi, à mon goût, il est largement temps de mettre dans la Constitution elle-même que l'interruption volontaire de grossesse ne doit plus donner lieu à aucun débat législatif, parce que cette liberté doit être reconnue pour toujours et à jamais. Et de la même manière, la liberté de disposer de soi, et à l'instant où l'on décide d'éteindre la lumière, de pouvoir tenir une main aimante et d'avoir avec soi le secours des autres, doit être une liberté fondamentale. Je reviens à cette bifurcation. Je vous montre une humanité différente et nombreuse. C'est le moment de regarder les conséquences matérielles de ce fait. Où sont ces gens innombrables, 7 milliards, tous au même endroit? C'est drôle, hein? Tous au même endroit. Et cet endroit, nous l'appelons ville. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec les villes que j'ai pu connaître dans ma lointaine enfance, où on passait de la campagne à la ville. Où passe-t-on de la campagne à la ville aujourd'hui? On doit plutôt se demander où commence la campagne que où commence la ville. Des immenses mégapoles concentrant des millions d'êtres humains qui ont une deuxième caractéristique, ils sont tous au même endroit et la plupart sont au bord de la mer. L'humanité entière vit au bord de la mer, en tout cas le 50% et le 75% dans certains espaces du monde. Ceci a une grande conséquence pour la suite. Ces gens qui vivent ensemble vivent d'une manière différente. Nous sommes en présence de l'homo urbanus. Vous ne pouvez vivre que sur le mode qui est celui de la vie en ville, même si vous vivez à la campagne. C'est-à-dire sur le mode des réseaux. Vous êtes l'humanité des réseaux. Réseau électrique, vous ne pouvez pas vivre sans. Réseau d'eau potable, essayez d'aller voir directement dans la rivière ce qui s'y trouve, et vous allez voir dans quel état vous revenez. Réseau d'eau potable, réseau d'électricité, réseau routier, réseau d'assurance, réseau d'enseignement, réseau d'éducation, des réseaux, encore des réseaux. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes en réseau, plus vous êtes en réseau, plus vous êtes un individu singulier. Car ce qui va contre l'intuition, qui vous ferait penser que plus on est nombreux, plus on est une masse informe, c'est l'inverse. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes dépendants de guichets différents. Et au fond, vous savez tous très bien que plus vous êtes en réseau avec les 30 millions de connectés en Facebook, plus il n'y a que vous qui connaissez votre code et votre mot de passe pour y entrer. Et ainsi de suite. Le rassemblement de l'humanité au même endroit l'établit dans une nouvelle relation matérielle les uns avec les autres, et celle du réseau, et deuxièmement produit un deuxième effet, la singularisation, l'individualisation de l'existence humaine, et donc la mise à l'ordre du jour, ça c'est sur le plan philosophique, de ne pas être seulement un individu mais de devenir une personne, mais en tout cas crée entre vous tous une interdépendance qui est inconnue dans les âges antérieurs. Pour régler les problèmes de l'eau courante à Lima km 40, il faut régler le problème de l'eau courante au kilomètre 0. Vous êtes interdépendants pour les fonctions vitales. Plus personne ne meurt à la maison, pour les fonctions mortelles aussi. Plus personne ne naît à la maison ou presque, et ainsi de suite. Tout est réseau, tout est interdépendance. Nous voici nombreux en réseau et connectés. Il y avait en France, je vais prendre la France parce que c'est plus rigolo. Dans les années 50, il y avait 8% de personnes qui avaient le téléphone. 8% de personnes qui avaient le téléphone. 92% n'en avaient pas. Donc, impossible de leur adresser la parole autrement qu'en les rencontrant ou en leur écrivant. Du courrier, s'il vous plaît, sur lequel on était en timbre. Et ce qui arrivait autrefois à la Poste Marché, à Gilles Plusan. Mon père était postier, je ne peux pas vous en parler. Bon, ça c'est fini, Gilles Plusan. Mais nous sommes interconnectés parce que 3 milliards d'êtres humains ont accès à Internet, sur les 7 milliards qui existent.
Et en France, sur 65 millions de Françaises et de Français, il y a 30 millions de personnes connectées à Facebook. La part entre le virtuel et le concret est une discussion qu'on peut entamer ce soir, mais extrêmement productive. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est virtuel? Parce que des fois, on me jette à la figure que mon invention, les réseaux, tout ça, c'est bien gentil, mais les seules relations sont les relations réelles. Ah bon? Vous ne connaissez pas, dans le réseau qui s'appelle la rue, les autres habitants de la rue, ou très peu. Et une fois que vous arrivez dans votre immeuble, il est très fréquent que vous ne connaissiez personne à l'étage au-dessus ou l'étage en dessous. Quant à votre voisin, c'est seulement de temps à autre. Tandis que celui qui est connecté avec vous sur Facebook, pas moyen d'échapper à son anniversaire, ni à qui l'a mangé, ni à qui l'a rencontré, ni à quelle heure la fête commence. Qu'est-ce qui est plus réel? Qu'est-ce qui est virtuel? Le voisin que vous ne voyez jamais est plus virtuel que le virtuel que vous rencontrez sur votre écran. Voici donc cette humanité, telle qu'elle est là, avec tout ce savoir cumulatif qui la rend possible, dans une fragilité de civilisation jamais connue, car tout ce que je viens de vous décrire est ultra fragile. En 2012, il y a eu une tempête solaire qui a dégagé des quantités qu'on ne peut pas nommer, de rayonnement et de matière qui s'est projetée dans l'espace infini. Ce nuage a raté la Terre, si j'ose dire, à une semaine près. Si les deux s'étaient rencontrés, la Terre et le nuage, instantanément, tous les appareils électriques auraient cessé de fonctionner. Certains ne se seraient jamais remis en route. D'autres ne l'auraient été qu'au prix de réparation. Et certains, qui sont braves, se seraient remis en route tout de suite. Les gens de la NASA, ce sont des Américains, donc ils ne s'intéressent qu'à l'argent, ont essayé de chiffrer. Mais oui, il y a bien quelqu'un qui dit encore l'anti-américanisme primaire. Eh bien, je ferai de l'américanisme supérieur quand il y aura de l'américanisme supérieur. En attendant, cette civilisation marchée. Que je l'ai vu et qui ne peut pas me réfléchir. Bon, en attendant, ils ont calculé, alors ça fait X milliards, moi je m'en fous combien ça fait, mais c'est la remarque qu'il fait qui est intéressante. Et il dit, le rédacteur de la NASA, il dit ça nous aurait ramené au XVIIIe siècle. Ah, erreur, ça ne nous aurait pas ramené au XVIIIe siècle, car vous savez très bien tout ce qui se passerait dans une cité où il n'y a plus d'électricité, où les ascenseurs sont bloqués et où on ne voit rien dans les rues. On retournerait à la sauvagerie, pas au XVIIIe siècle. Et à une situation d'une violence extrême. J'ai pris cet exemple juste pour signaler la fragilité comme une des caractéristiques de la société en réseau. Dès que les réseaux s'interrompent pour une raison ou pour une autre, c'est des millions d'existences individuelles qui sont mises en cause. Voici donc cette humanité nombreuse, existant dans des conditions particulières et fragiles. Plus elle est nombreuse, plus sa prédation sur la nature est nécessairement plus grande. Surtout, si on l'encourage à le faire, par des consommations somptuaires, identifiantes. Si je n'ai pas ceci, c'est que je ne suis pas cela, mais si j'ai tel objet, alors je serai digne d'eux. Les marques, les objets, la multiplication des objets, le culte du fait qu'on peut se passer de tas de choses parce qu'on les jette, le rasoir jetable, quelques-uns ici savent de quoi je parle, une aberration. Mais une aberration tellement révélatrice du reste. Un tiers de ce qu'on produit dans l'agriculture est jeté. Ça aussi, c'est une nouveauté dans l'histoire humaine. Avant, le plus petit grain de riz, la plus petite chose qu'il y avait à manger, on se la gardait ou on se la partageait. On faisait ce qu'il fallait pour pouvoir la donner à quelqu'un. Là, on jette un tiers. Cette société est donc continuellement poussée à vivre dans l'irresponsabilité à l'égard de l'écosystème à l'intérieur duquel elle se déploie. En tout cas pour la partie la plus puissante, la nôtre. Et donc, la conséquence, vous la connaissez. Nous entrons en dette écologique chaque année un peu plus tôt. C'est-à-dire le moment de l'année à partir duquel ce que nous consommons, la nature n'est plus en état de le reconstituer. Et bien maintenant, nous en sommes au 13 août. En 2015, c'est le 13 août. Date à partir de laquelle tout ce qu'on a consommé, tout ce qu'on a extrait, tout ce qu'on a pris, la Terre ne peut pas le reconstituer. Vous pouvez toujours croire que ça va durer, mais ça ne durera pas.
Parce que la ressource n'est pas infinie. Alors vous pouvez continuer à vivre et à prendre des décisions politiques comme si ce n'était pas le fait principal que cette menace qui s'avance devant vous. Et d'ailleurs, même si vous pouvez croire à cette illusion, vous serez rattrapé par un autre fait. C'est que le changement climatique, du fait de cette prédation, est lui aussi, non pas une menace, est commencé. Le changement climatique est commencé. En mer, on l'observe assez facilement. Pas seulement parce que les courants marins changent d'emplacement, mais aussi parce que le niveau de la mer monte, compte tenu du réchauffement qui fait fondre la glace. Quand la glace fond, ça fait de la flotte. On mesure, on croise des relevés, et on s'aperçoit que la masse de glace qu'on va retrouver en flotte, on ne la retrouve pas. Il en manque 20%. Où est-elle passée? En partie dans l'atmosphère, et dans la période de la planète chaude, il pleuvra beaucoup. Mais surtout, c'est la Terre qui en a épongé la plus grosse partie. Ce qui signifie que l'eau salée va se répandre un peu partout dans cette éponge et accélérer le processus d'aridité et de désertification dans certaines zones de terre qui cesseront d'être des terres arides. L'événement climatique extrême, vous pouvez considérer que c'est folklorique quand les typhons arrivent chez les autres. Et si, ma foi, un cyclone dévaste la Louisiane, 10 ans après, on n'a rien construit, toujours la même bagaille, mais bon, on s'en fout. Supposez que le même cyclone vienne à passer sur Wall Street, c'est une autre paire de manches. Ou sur le Pentagone. Et puis, imaginez que cette eau qui monte en même temps que les événements extrêmes s'avancent. Quels événements extrêmes? Par exemple, en mer, les vagues exceptionnelles, c'était 20 mètres. Maintenant, c'est 40 mètres. Imaginez donc que ces deux paramètres se croisent. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Je vous ai dit il y a un instant, tout le monde est au bord de l'eau. Et bien déjà, quand la flotte monte, il faut nager. C'est aussi bête que ça. Chacun pour soi. Surtout pas de collectivisme, ni de règles absurdes qui rigidifient. Gna 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 gna. Chacun pour soi. C'est mieux. Événement extrême. 1999, un vent de 140 km/h et des creux de 7 mètres. À ce moment-là, un ingénieur se dit ça fait quand même beaucoup de bouillasse et de branchage dans la Gironde. J'arrête la centrale nucléaire. Il a bien fait. Bordeaux est à 50 km de là. Et en effet, les prises d'eau pour refroidir le système se sont bouchées, mais heureusement, la centrale était à l'arrêt. Quand le tsunami, il y en a toujours eu, part d'un tremblement de terre au fond des océans et qu'il déferle sur une côte, jusque-là, il croisait des cabanes de pêcheurs, c'est-à-dire rien. Et quant aux faquins qui s'y trouvaient, ils périssaient noyés, et voilà, on passait à la suite. Mais maintenant, quand le tsunami a lieu et que la vague arrive, elle rencontre une centrale nucléaire et une des 15 grandes mégapoles du monde qui sont au bord de la mer. Par conséquent, le changement climatique, résultat de l'augmentation de la prédation des êtres humains. Les êtres humains toujours plus nombreux, demandeurs d'un standard de vie sur un modèle de consommation et d'échange aberrant, qui leur fait désirer sans cesse toujours plus être en consommant davantage. Faisant que le point de non-retour est atteint chaque année un peu plus tôt dans le temps, et que la proportion du nombre des planètes qu'il faut pour vivre comme nous vivons va croissant. Je veux dire, pour vivre comme des Français dans tout le monde entier, il faudrait une planète ,6. Et nous ne sommes que 65 millions pour notre part. Imaginez ce que ça donne s'il fallait vivre comme les Américains, etc., etc. Par conséquent, il y a une bifurcation de l'histoire de l'humanité, dans sa manière d'être et dans son rapport à l'écosystème. Si vous ne changez pas le mode de production et de consommation, et à partir de là, la manière d'être, parce que consommer, c'est être, il n'est pas vrai que nous soyons conditionnés, depuis Bourdieu et quelques autres, nous ne croyons plus que nous soyons les équivalents du chien de Pavlov. Nous adhérons avec enthousiasme au modèle. Et d'ailleurs, nous le faisons dès que nous ouvrons les yeux. C'est une caractéristique humaine. Vous regardez les yeux de votre mère et à partir de là, vous commencez à accumuler un savoir de ce qui est bon ou pas bon, ce qui va être profitable ou ce qui ne va pas l'être. Et ce savoir accumulé va vous conduire à une opération qui, normalement, devrait culminer philosophiquement par un acte d'émancipation philosophique, c'est-à-dire la victoire contre vos préjugés
progressivement, vous apprenez à être autonome, indépendant. Et en général, vous vous arrêtez en route et vous ne vous occupez pas de vous libérer de vos préjugés parce que vous pensez que c'est la manière d'être des choses. Le philosophe, lui, apprend à se départir aussi des préjugés. C'est le processus d'émancipation. Mais en attendant, cette manière d'être doit vous conduire à prendre vos dispositions. Puisque vous adhérez avec enthousiasme, ou bien vous continuez à adhérer avec enthousiasme, ou bien vous rompez. L'ordre du monde est globalitaire. C'est-à-dire qu'il est global. Le mot anglais désigne mieux le phénomène que le mot français, pour une fois. C'est mieux de penser globalisation que mondialisation. Globalisation signifie que vous êtes tous pris dans une seule et même réalité, dont vous ne pouvez pas sortir parce qu'il n'y a pas de contre-exemple. C'est un monde sans bord. Il est globalitaire parce qu'il entre dans votre intimité, votre manière de penser, de vous sentir, de vous regarder à travers vos consommations, et ça c'est la principale caractéristique du totalitarisme. Qu'est-ce qui est global? Qu'est-ce qui est globalisant? Bien sûr l'écosystème, mais c'est de lui dont on parle. Mettez-le de côté, puisque vous êtes dedans, vous n'y pensez pas. Qu'est-ce qui est global? Qu'est-ce qui est globalisant? Et qu'est-ce qui conduit à être globalitaire? C'est un phénomène nouveau, une autre bifurcation. Celle-ci, elle a lieu dans l'économie humaine. Pour la première fois, la valeur d'échange se détache de toute valeur d'usage. Et ceci par le biais d'un miracle qui a commencé le 15 août 1971, lorsque le président des États-Unis, là c'est un fait historique, a décidé qu'on ne pouvait plus échanger des dollars contre une valeur matérielle qui était la contrepartie acceptée jusque-là pour toutes les monnaies de l'or. Pour $1, on avait une certaine quantité d'or. Toutes les autres monnaies se convertissaient en dollars et le dollar était la valeur finale. Dans la mesure où c'était la monnaie de l'économie dominante de l'époque qui organisait le plus grand nombre d'échanges, on échangeait en dollars. À partir du 15 août 1971, on n'échange plus en dollars. Et commence à se créer, évidemment, une liberté extraordinaire pour la première puissance du monde. Celle de faire tourner la planche à billets sans être obligé de mettre en face une contrepartie matérielle, que ce soit de l'or ou n'importe quelle autre production. Et évidemment, ce pouvoir, ils en ont immédiatement abusé en imprimant et en mettant en circulation des milliers de milliards de dollars. Jusqu'au point où cette monnaie servant de valeur de monnaie d'échange pour du pétrole, pour du gaz, pour des matières premières, libellées en dollars, parce qu'on pensait que c'était aussi bon que de l'or. Cette monnaie a pu croître, puisque au fond, personne ne vient jamais, avec tous les dollars disponibles, demander en échange des marchandises. Mais si ça se produisait, réfléchissez-y un instant, compte tenu des milliers de milliards de millions de dollars qui sont aujourd'hui inscrits sous la forme les plus diverses de tous les petits bits du monde, eh bien, il se produirait une immense dévaluation du dollar pour le ramener à sa valeur réelle, c'est-à-dire la contrepartie matérielle des biens que les États-Unis d'Amérique sont en état de produire, c'est-à-dire à peu près rien. Et c'est donc pas pour rien qu'il est écrit sur le billet « In God we trust ». Il vaut mieux. La seule contrepartie et garantie qu'ils opposent à l'existence de cette monnaie, qu'ils proposent avec cette monnaie, c'est la force de 600 000 hommes de troupes dans 500 bases sur tous les continents du monde. La force qui va trouver à s'employer partout où il y a une compétition qui n'arrive pas à se dénouer. Et en particulier à mesure qu'on est de plus en plus nombreux, etc., pour l'accès aux matières premières. Aux matières premières nécessaires dans un système donné de production et d'échange. Mais je veux d'abord rester sur cette masse qui circule. Elle est extraite de l'économie réelle. Quand il s'échange 40 milliards de marchandises réelles, il s'échange 4000 milliards de signes monétaires à travers les échanges qu'on va baptiser de spéculatifs. Mais cette économie absurde, irréelle, virtuelle, dans cette énorme bulle, où par le biais des échanges, de la ruse, des commandes à la nanoseconde, se fait d'une accumulation qui peut être du 10%, du 20%, du 30%, des gains qu'il est impossible de tirer de la production matérielle réelle. Cette bulle, parfois, vient dans le réel, puis on ressort et détruit tout au passage. Elle est là.
N'importe quel placement dans la bulle est plus profitable que n'importe quel placement dans l'économie réelle. Si bien qu'il finit par se produire un moment inouï où, quelle que soit la quantité que l'on met de monnaie dans le circuit, vous n'en retrouvez pas un seul centime dans l'économie réelle. Eh bien, nous, les Européens, nous sommes contemporains de ce fait. Il est là en train de se produire sous nos yeux. Le banquier central a mis en circulation, juste à cet instant, mais sachez que depuis 2008, il a mis en circulation 2800 milliards d'euros créés par la banque. J'espère que personne dans un IEP ne croit que l'argent qui est dans les banques existe. 3% existe. Tout le reste, c'est comme ça, c'est le système bancaire, c'est le crédit. Vous faites du crédit, vous faites un crédit, vous faites quelque chose, bon, il n'y a rien derrière ce que je vous prête. Mais une fois que vous avez construit la maison, bah si, il y a une maison. Donc le signe à la valeur matérielle correspond à la fin du crédit, puis on passe au suivant. Le banquier central, dans la dernière période, a mis 1000 milliards, 80 milliards par mois à la disposition, non pas des États, ce serait trop beau, mais les États, vous savez ce que c'est, ce sont des voyous, des parasites, remplis de fonctionnaires qui ne fichent rien, et ainsi de suite, tandis que le marché, lui, par sa dynamique, nous satisfait tous et nous remplit d'allégresse. C'est 15 efficaces auxquels nous accédons quand ils sont déréglés par des hotlines, avec des gens extravagants qui sont à l'autre bout de la planète, et je ne comprends absolument rien à ce qu'on leur demande, mais qui font des commentaires sur le climat dans notre vie, j'en passe et des meilleurs. Cette masse d'argent ne revient pas, où va-t-elle? Tout dans la bulle. Rien dans la production. À un moment donné, le banquier a dit « Je vous propose de vous racheter vos prêts immobiliers. » Vous vous rendez compte? Aux banques centrales, pas à vous, hein. Aux banques des pays, aux banques privées, pardon. Je vous rachète les prêts immobiliers. Allez, je mets 400 milliards sur la table. Envoyez. Envoyez. Personne ne voulait rien. Pourquoi? Parce qu'en échange d'argent contre des titres de prêt, il fallait soi-même prêter dans l'économie réelle. Sur 400 milliards mis à leur disposition, ils n'en ont même pas dépensé 50. Et après, je vous en raconte une autre. Le banquier central va à la porte de toutes les banques en disant « Qui est-ce qui a du papier, je veux dire, de la dette auprès des États? Vous savez, les États, c'est pourri. Ce sont des fainéants qui payent des fonctionnaires, des armées, tout ça. Donnez-nous vos titres de dette qui ne valent rien. Nous vous donnons du bon argent vrai en échange. » Et voici le banquier central, ça va de banque en banque, quand même des gens qui nous haïssent d'habitude. Hein. Ils disent que nous devons faire des économies, que nous devons cesser de faire des budgets à découvert, et tout ça. Que disent ces banquiers privés quand le banquier central dit « Donnez-moi votre papier pourri que je vous donne du bon argent ?» Est-ce qu'ils répondent « Non, nous le gardons. » Parce que les titres de dette des États, ceux-là même qui le dénoncent, ces titres de dette sont des valeurs considérées comme sûres parce que les États ne disparaissent pas, les nations non plus. Et que sur ces titres-là, ils fabriquent des cocktails dans lesquels on vous met un petit coup d'État, ça existe, une valeur spéculative, un autre bout de machin, on sert tout ça, on met en roulant, et ça porte un nom exotique comme speed, je sais pas quoi, un rapide profit. Et on vend, et on vend. Et cette multitude d'argent pourri circule, menaçant à tout instant d'exploser, parce que c'est une telle masse qu'elle provoque des bulles qui ne peuvent qu'éclater. Vous vous rappelez de la crise des subprimes, tâchez de bien vous en rappeler parce que la prochaine est déjà là. Le système capitaliste a toujours été un système instable. C'est-à-dire que les crises sont régulières, elles sont cycliques, elles ont lieu à intervalles réguliers dans le capitalisme. Ça n'a jamais été un système stable, le capitalisme. Il est toujours rené de ses cendres, mais au prix de destruction considérable, de capital, de moyens, d'installations concrètes de toutes sortes. Mais les crises se resserrent. Elles ont lieu de plus en plus fréquemment. Où est passé mon papier? Le voilà. De 1816 à 1929, 14 crises en un siècle. 1929, ça me dit quelque chose. Bon. De 1973 à 2015, 12 crises en 40 ans. Et évidemment, plus le temps avance, plus le cycle de la crise se resserre. 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2008, la crise des subprimes, on n'a pas fini d'éponger. 2010,
Et maintenant, la suivante qui est là en train de mûrir, on ne sait pas où elle va éclater. Elle éclate pour rien. La bulle, c'est comme ça. Une bulle, c'est un système métastable, c'est-à-dire à la frontière de l'équilibre. La crise de subprime, c'est un couple qui divorce et qui règle mal la vente de son appartement et tout le système s'effondre. Une autre crise peut venir de la dette étudiante, parce que maintenant, il y a une dette étudiante. Parce qu'il y a un nombre considérable d'étudiants qui s'endettent pour suivre leurs études, notamment aux États-Unis d'Amérique. Et comme ça fait au moins 10 ou 20 ans que ça dure, les emprunts de cette nature, qui poursuivent toute leur vie l'étudiant en question, l'ex-étudiant, une fois entré dans la vie active, eh bien, cette masse énorme, s'il arrive qu'ici ou là, elle vienne à s'effondrer, faisant effondrer un établissement bancaire, chouf, tout le reste part avec. Car en plus, naturellement, cette masse est concentrée non seulement dans un titre bancaire, dans un titre monétaire, le dollar, mais elle est concentrée dans un circuit particulier, le circuit anglo-saxon, où tout se tient, et où les grandes banques du monde font peser les unes sur les autres la menace de leur déséquilibre. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a une affaire Kerviel, rappelez-vous que la Société Générale est une des 10 banques systémiques du monde, et que le jour où il fallait rendre des comptes, les comptes n'étaient pas en équilibre. On a donc trouvé un fonds utile pour lui faire jouer le rôle d'escroc. Et voilà ce qui a permis à l'État de immédiatement compenser le tiers de la perte, et de rapporter 1,79 milliard, je crois, de compensation. Bref, tout ce système se tient. Donc, alors vous pouvez trouver ça génial, après tout, bonjour, ça a toujours été comme ça, il y a la pluie, la grêle, et les crises, et les bulles, et tout ça, pourquoi pas. Oui, mais, l'instant d'avant, je vous ai dit, si nous continuons à produire dans les conditions dans lesquelles nous produisons, il faut donc changer ces conditions de production. Il faut changer les machines. Il faut changer les circuits de distribution. Il faut changer la façon de produire. Pour tout ça, il faut de l'argent. Dans l'économie réelle. Si par exemple vous décidez, compte tenu du danger, sans jeter la pierre à ceux qui ont imaginé l'énergie nucléaire dans les années 70, parce que sans doute vous méconnaissez-ils le risque que cela comportait. Mais en attendant aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Et vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas dangereux. Donc il faut arrêter. Donc il faut démanteler. Or on ne sait pas le faire. La seule qu'on a commencé à démanteler, ça fait 15 ans qu'on y est, on l'a toujours pas fini. Et maintenant il faut démonter Fessenheim. Et maintenant il faut démonter tous ces réacteurs que l'on prétend faire durer 10 ans de plus. Donc en augmentant le danger que ces installations représentent, et qui de toute façon seront à un moment ou à un autre percutés par le changement climatique. Donc pour faire tout ça, pour installer les nouvelles machines, que ce soit des centrales géothermiques, que ce soit des installations en mer comme les hydroliennes, ou celles qui font tourner des machines entre le chaud et le froid de la mer, etc., etc., etc. En oubliant même droite, gauche, capitalisme ou collectivisme. Vous êtes obligé d'avoir l'argent dont on a besoin pour faire ces investissements. Cet argent est là. Je viens de vous le dire, il y en a partout. Ça vomit d'argent. La bulle est immense. Elle tourne sur elle-même. Et pas que chez les autres, hein. De l'argent, il y en a partout. Et c'est justement parce qu'ils ne savent pas où le placer, à des taux de profit correspondant à leurs attentes, que cet argent continue à circuler dans la bulle. Il faut le ramener dans l'économie réelle. Pour le ramener dans l'économie réelle, rien de tel qu'un gros bateau. Tout le reste, ça n'a jamais marché. Vous pouvez leur parler de ce que vous voulez, ils s'en foutent. Parce que vous êtes payé pour faire du 10%, et bien vous faites du 10%. Comme vous parlez avec Jérôme Kerviel, qui avait un métier immoral, trader, c'est un métier immoral et répugnant. Eh bien, je lui dis, mais comment ça se passait? Est-ce que tu te rendais compte que c'était immoral? Il dit non, maintenant je me rends compte. Mais pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, pour moi, c'était comme un jeu. On ouvrait des boîtes bleues, jaunes, blanches, et on remettait la bleue dans le rouge, dans le blanc, dans le jaune. Et nuit et jour, halluciné dans une activité vis-à-vis de laquelle il n'avait plus aucun recul moral, aucun recul social. Ça se passe comme ça. Il ne faut pas se moquer de lui. La question du principe moral de la responsabilité individuelle, c'est une des grandes questions qui est maintenant posée dans chacun des actes de notre vie, dès lors que nous avons compris que nous sommes interdépendants des autres à travers l'unique écosystème dans lequel la vie humaine est possible. La morale de la responsabilité, que pour ma part je nomme vertu, c'est-à-dire celle qui consiste, ça ne concerne pas vos mœurs qui sont déplorables,
je l'espère pour vous, mais la relation que vous entretenez à la collectivité humaine, c'est-à-dire mettre en accord ces actes personnels avec les vertus et les principes que l'on voudrait voir prévaloir dans la société pour le bien de tous. La vertu républicaine, la vertu robespierriste. Bon, Robespierre, je m'emballe. Je vous laisse que la vertu. Ce principe de responsabilité est un des enjeux de notre temps. Mais avant cela, il faut donc couper les moyens qui permettent la financiarisation de l'économie. Soit en changeant les droits de décision du capital, en les réduisant, pour qu'ils ne soient plus hégémoniques, et notamment qu'ils ne soient plus le maître du temps, virgule. Maintenant, je commence une parenthèse. Le temps social est une propriété de l'univers social, comme le temps dans l'univers infini est une propriété de l'univers infini. Le temps n'existe pas en dehors des réalités qui le construisent en se déroulant elles-mêmes. Le temps a un rapport avec l'ordre politique. Il y a des sociétés d'âge d'or. J'en cite une, toujours la même, parce qu'elle est simple à comprendre. Le pharaon, comme vous le savez, était d'essence divine. C'est pourquoi, une fois par an, il allait dans un certain temple, et se mettant à une fenêtre, il faisait se lever l'étoile de Sirius, parce que c'est un dieu. Et lorsque l'étoile de Sirius se levait, ça provoquait la crue du Nil. La crue du Nil provoquait les alluvions, et quand les alluvions changeaient la taille des surfaces à cultiver, arrivait le type qui mesurait, on a d'ailleurs inventé les maths pour ça, et avec ça, il calculait l'impôt. Eh bien, vous voyez dans ce petit résumé un ordre cosmogonique, un ordre économique, celui de la production agricole, et un ordre politique et fiscal, et politique faire un tout. Eh bien, de nos jours aussi, il y a un tout. Il y a un maître du temps. Le maître du temps, c'est le capital financier, qui lui circule à temps zéro. Son optimum, c'est le temps zéro. Dans notre époque, domine le temps zéro. Tout ce qui se rapproche du temps zéro est proche du plein pouvoir. Tout ce qui est dans le cycle long n'a aucun pouvoir. Et cette société vit donc à contre-pied du temps ordinaire de ses fondamentaux qui sont dans la nature et dans l'écosystème, et lui ne vit que du temps long, et même du temps très long. Et si l'on veut bien y réfléchir, le temps court est une simple tyrannie qui n'a pas de réalité. Le temps court domine tout, c'est le temps de la nanoseconde des échanges monétaires et financiers, alors que vous savez aussi bien que moi qu'aucune chose n'a une valeur différente d'une nanoseconde à l'autre. Une patate dont vous échangeriez la valeur d'une nanoseconde à l'autre ne changera pas de goût. Vous me direz que ça dépend à quel moment. Ben bon, en général, ce que je dis est vrai. Et regardez comment cela pénètre le temps culturel. Écoutez les musiques. Regardez les plans du cinéma. Je ne vous parle pas du cinéma muet, mais du cinéma parlant. Un temps au début du cinéma parlant, un plan, c'est 1 minute. Ou 1 minute et demie. Aujourd'hui, c'est à peine 10 ou 20 secondes. Et ainsi de suite. Qui est le maître du temps? Celui qui dispose de votre temps. Et il va décider que la production se fait à flux constant, à flux tendu. Et dès lors qu'il le décide, ça veut dire que vous travaillez quand le carnet de commande est plein, et jusqu'à ce qu'il soit vide. Et à ce moment-là, quand la production est faite, on la met dans les camions, quelle que soit l'heure, et le camion part sur la route. Et il modifie votre temps social, parce que si vous êtes dans une bagnole, à l'heure où sortent tous les camions, premièrement, votre temps est un peu mis en cause, mais surtout, votre temps de transport va plus être le même. Les distances vont se modifier. Ce qui, à l'évidence, pour vous, fait 10 km ou 10 minutes, tout d'un coup, met une demi-heure, ou 3 quarts d'heure, et ainsi de suite. Le temps court et le temps du capital financier, c'est lui qu'il faut vaincre, et rétablir les droits du temps long. Le temps long, c'est celui des stratégies. Vous ne pouvez pas développer une stratégie dans le temps court. Si vous voulez changer le modèle de production, et notamment de production d'énergie, vu le temps qu'il faut pour les investissements, pour la mise en place, c'est forcément du temps long. Si vous êtes gouverné par le temps court, vous ne commencez même pas. Et je vais vous donner un exemple extrême. Vous avez tous entendu parler de la sonde Rosetta. J'espère pour vous que ça vous passionne. Parce que c'est extraordinaire. La sonde Rosetta, ça consiste à tirer une balle de revolver à 600 000 km. Et 600 000 km après, la balle fait le tour d'une patate gelée et dépose une petite mouche sur une des bosses. Laquelle petite mouche se met aussitôt à calculer tout ce qui est autour d'elle. Mes amis, c'est un prodige de science, d'intelligence, de savoir-faire, de calcul, qui ne profite pas qu'à la connaissance de la comète Stouri, dont je veux bien admettre
que l'intérêt soit assez limité. Mais tout ce que ça met en œuvre de savoir, d'équipe, d'intelligence, de technique, est rendu possible par l'objet incroyable qu'on s'est proposé à cet instant, envoyer une sonde sur une patate gelée à 600 000 km. Quand est-ce qu'on a tiré cette sonde? En 1993. Quelle industrie va investir de l'argent dont le résultat se produira dans 30 ans plus tard? Aucune, parce que tout est dirigé par le temps court. Toutes les boîtes sont réglées par une norme qui s'appelle le reporting. C'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, la boîte doit faire la démonstration qu'elle est dans le bon profil de profitabilité. Les stratégies sont à 3 mois. Et l'arbitre suprême des élégances, c'est le taux de profit dégagé en 3 mois et celui qui l'annonce pour les 3 mois suivants. Résultat, quand vous croisez l'exigence du temps court, quand vous croisez l'exigence de la bulle et de son financement interne, de la revanche qu'elle prend à travers les dettes publiques sur les peuples en entier, vous avez ce résultat que d'un côté une masse infinie d'argent circule sans trouver où s'employer à bon taux, et de l'autre côté vous avez une économie anémiée, asphyxiée, parce que le capital ne revient jamais, ni dans la production, sous la forme des investissements, ni dans la production sous la forme des salaires, parce que c'est toujours excessif, et qu'il y a moyen de pressionner là-dessus. Et ça vous donne ce que vous avez sous les yeux, une économie européenne alignée. Du coup, la masse de capital circulant dans la bulle ne circule que davantage, car toutes les liquidités sont investies vu qu'elles ne vont pas dans l'économie réelle. Ça, c'est ce que vous avez sous les yeux. Dans un tel système, personne ne met 1 euro pour faire changer le système de production, le système d'échange et le système de consommation. Toute chose qu'il vous appartiendra de faire. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous devrez le faire. Pour la raison que je l'ai dit, le changement climatique a commencé. Vous aurez droit à cette situation, en tout cas dans votre génération, et quant à la bulle, elle éclatera. Et si elle n'éclate pas, et avant qu'elle éclate, il se produira de toute façon autre chose qui s'appelle la course aux matières premières, et c'est bien commencé. Et la course aux matières premières provoque des guerres, avec des habillages multiples et divers, religieux ici, ailleurs autre chose, et ça vous donne pour le passage d'un oléoduc et d'un gazoduc entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Europe, une guerre en Syrie, en Irak, etc., 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 dont la seule signification n'a rien de religieux, le fond est où passe l'oléoduc, et si vous voulez comprendre les guerres de notre époque, suivez les pipelines, suivez la carte des mines, suivez la carte des trains, et vous trouverez la raison d'être des choses, plutôt que les fumées qu'on vous vend comme des raisons explicatives qui n'en sont pas. Et donc, disais-je, le résultat de tout ça, ce sont des guerres locales, et donc des guerres généralisées. Et quand vous combinez encore tout ça avec le reste, ça vous donne des migrations de changement climatique dont l'ONU annonce qu'elles vont concerner 250 millions de personnes. Alors imaginez-vous ce que ça a donné en Europe avec 2 pauvres millions de personnes qui se déplacent. Qu'est-ce que ça va être avec 250 millions de gens qui ne savent ni où ils vont, ni par où ils passent, et qui arrivent en bousculant des frontières qui ne sont écrites nulle part sur le sol, et ainsi déséquilibrent tous les systèmes qu'ils rencontrent. Naturellement, ne faisons rien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Rien. Si jeter les gens à la mer, sinon c'est pas au bout de se noyer tout seul. Ou bien, comme nous le faisons à Calais, quand ils sont regroupés quelque part, comme nous faisons garde-barrière aux Anglais, eh bien, de temps en temps, on passe avec une pelleteuse, on cherche tout le monde, et vous avez là, dans la satisfaction générale, une mesure d'autorité qui fait plaisir à voir. Car ensemble, ce petit pays est bien. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien nous faire qui est là, quelques centaines de gosses qui attendent après leurs parents qui sont de l'autre côté de la Manche, ils n'avaient qu'à pas venir là. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre du monde. Vous vivez avec ça. Et vous vivrez de plus en plus avec ça si vous continuez avec les mêmes méthodes. Pas parce que je vous le dis, pas parce qu'idéologiquement je le condamne, mais parce que c'est le mouvement même de la réalité qui conduit à ça. À sans cesse l'aggravation des traits que je viens de vous décrire. Donc voici une bifurcation comme je viens de vous les présenter. Que peut-on faire? Il y a en circulation dans le monde 2 programmes politiques. Le troisième, c'est le mien. Il y en a 2. Premièrement, le programme libéral. Il ne faut pas l'injurier, il faut le regarder dans sa logique, pour le combattre, ce qui est mon cas, dans ses arguments. Il dit que du moment que chacun mène bien son intérêt particulier, la somme fera un intérêt général profitable à tous. Le moyen de l'équilibre, c'est la main du marché.
Comment, M. Mélenchon, vous n'allez tout de même pas mettre en cause le marché? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'une économie qui n'est pas une économie de marché? J'attends qu'on me le montre. Si, il y a eu pendant un certain temps 30% de l'humanité qui vivait hors économie de marché, dans le bloc dit socialiste de l'époque. Mais c'était quand même une économie de marché, parce que aussi les besoins étaient confrontés, les demandes étaient confrontées à l'offre. Le troc, c'est une économie de marché. Alors débarrassons notre discussion de ce genre de gadget qui empêche de réfléchir. On vous dit donc que si chacun produit le moins cher possible, à la fin, nous tendrons vers une perfection scientifique et technique permettant d'augmenter les richesses sans fin, et elles se disperseront et elles s'échangeront à un prix toujours plus bas. Je ne fais pas le procès, vous ferez la défense si vous voulez dans votre esprit, mais pour moi, l'affaire est entendue. Ce système, c'est le cœur du productivisme. Produisez n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et que vous créez le désir des objets que vous produisez par la publicité, que vous faites payer à ces nigauds qui ne voient pas qu'ils payent un impôt privé aux sociétés qui font de la publicité et aux banques qui les financent, eh bien, va la vie. L'autre programme, je l'ai connu, j'y ai participé pendant de nombreuses années. C'est celui de la social-démocratie à qui nous allons faire la faveur de croire qu'elle n'a pas totalement dégénéré. Et on fait comme s'il croyait à ce qu'il raconte. Ce qui n'est démontré nulle part en Europe, où tous ces gens gouvernent ensemble sans que cela de beaucoup les émouvoir. En tout cas dans la moitié des pays européens. Que dit le logiciel, le programme de base? Nous n'avons pas besoin de faire de révolution, parce que les révolutions finissent toujours mal. Et donc nous allons corriger les inégalités criantes de la société et les brutalités qu'elle contient par une répartition inégalitaire des fruits de la croissance. Ce qui va être produit dorénavant sera réparti différemment grâce à l'impôt, à la redistribution, etc. Ce logiciel comporte au moins une erreur qui saute aux yeux, c'est que ça suppose une croissance infinie. Puisque pour corriger des inégalités qui affectent un nombre croissant d'êtres humains d'une part et qui d'autre part sont considérables, il faut donc une croissance considérable si on voulait vraiment le faire pour corriger par une répartition inégalitaire les inégalités d'hier. Première erreur. C'est une sous-forme du productivisme. Ça peut choquer beaucoup d'entre vous, mais toute une génération a cru pendant longtemps, j'étais dedans, que le progrès c'était d'abord le développement des forces productives. Et le développement des forces productives, ça se vérifiait à l'augmentation de la consommation. Et on disait, quand c'est la droite qui gouverne, il y a des Mercedes pour les uns et des 2 chevaux pour les autres, avec nous c'est Mercedes pour tout le monde. On le croyait. C'était une image. Je résume, je caricature. Mais j'explique comment on voyait les choses. Je pense que ces 2 logiciels sont morts définitivement. Il faut rompre avec le productivisme. Il faut aller à une société plus sobre en consommation et donc une société plus riche en humanité. Car le moteur essentiel de la consommation, c'est la suggestion qui est faite en fabriquant du désir pour des consommations à jamais, des désirs à jamais inépuisables, parce que le désir par nature se renouvelle sans cesse. Il est infini, tant que les moyens de le réaliser, eux, sont finis. Nous sommes tous bien placés pour le savoir. Vous devriez un peu vous marrer, parce que c'est une vague blague grivoise, mais enfin tant pis, ça sera pour une fois. Dans ces conditions, voici le logiciel que je viens, on va dire logiciel pour faire moderne, que je vous propose. Je vais résumer la doctrine de l'écosocialisme. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Pas d'objection. Ce système inclut naturellement toute la biodiversité, pas seulement les êtres humains. On peut imaginer une planète sans êtres humains qui continuerait à avoir une nature, je ne sais pas laquelle, mais une nature. Ce n'est donc pas la nature que nous défendons. C'est l'écosystème compatible avec la vie humaine. Si nous dépendons tous du même écosystème, alors nous sommes tous semblables. Cela clôt la dispute qui a commencé au mois de juillet 1789. Je disais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous nous parlez d'égalité. De quelle égalité parlez-vous? Elle n'existe pas. Il y a des petits, des grands, des gros, des maigres, des définitivement bêtes, d'autres des très intelligents. Et d'ailleurs, la preuve que tout n'est pas pareil, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Donc ce dont vous parlez n'existe pas. Et si vous le faites, si vous faites un régime politique qui vise l'égalité, vous viserez un objectif qui est contre la nature. Et donc ce sera toujours une violence.
Ah, ça a duré quand même 2 siècles, hein, cette dispute-là. Cette question est tranchée. Comme nous dépendons tous du même écosystème, nous sommes semblables et similaires par nos besoins. Bien, si nous sommes similaires, nous sommes donc égaux en droit, car il y a des besoins sur lesquels on ne peut pas négocier. Les besoins essentiels d'un être humain qui mettent en mouvement la complexité de l'existence. Boire, manger, dormir, etc. Ça, vous prenez le problème par le bout que vous voulez, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas le réduire, on ne peut pas le changer. On peut en changer le contenu, bien sûr. C'est la culture qui fait ça, nous sommes des êtres de culture. Mais la réalité du besoin et du désir de le satisfaire, non, vous ne pouvez pas le changer. Ça fait partie du programme de base, comme sur Terre. Dans ces conditions, si nous sommes égaux en droit, au moins pour cet accès, ça veut dire aussi qu'il y a des biens communs. Des biens communs. Bon, à quoi, par exemple, comme bien commun? Il ne faut pas aller chercher des choses trop compliquées. L'air. Eh bien oui, l'air ne peut pas être une marchandise, hein. Eh bien si, c'en est déjà une. Avec les droits à polluer. Il y a un marché de l'air pourri. Ou de la capacité de pourrir l'air. L'eau, c'est un bien commun. Eh bien non, il est privatisé. Alors après, vous continuez la liste suivant votre humeur. Moi, je mets le savoir ne peut pas être privatisé, c'est pas une marchandise. Parce que si vous distribuez du savoir, plus vous le distribuez, plus il y en a. Mais d'autres pensent que non. Bon, alors le vivant. Ah ben non, le vivant, il y en a qui ont commencé à le breveter. Non seulement des choses qu'ils avaient obtenues par manipulation génétique, en disant il n'y a que nous qui savons comment on le fait, mais même des croisements naturels d'espèces. Pour la première fois en Europe, on a accepté la privatisation d'une variété de tomates, et l'autre, je ne sais plus ce que c'est, une chose de cette nature. Vous voyez, la question des biens communs, et donc de leur propriété collective, s'inscrit comme le résultat naturel de l'analyse que l'on vient de faire sur la réalité du monde, pas comme un fait idéologique. Est-ce que c'est un fait idéologique de dire que ce n'est pas une bonne chose de pourrir l'air? Et que si donc on ne reconnaît pas à certains le droit de pourrir l'air, c'est donc que c'est un bien commun, et que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. Voici le concept qui surgit. Il y a un intérêt général humain. Dans les années 70, quand on disait intérêt général, il y avait tout le temps quelqu'un dans le pour gueuler intérêt général, intérêt du capital. C'était pas faux, parce que ça voulait dire que c'était une construction idéologique et intellectuelle. L'intérêt général humain, nous devons le trouver, puisqu'il existe. Comment allons-nous faire? En délibérant. On ne peut pas faire autrement. Mais comment délibérer? Premièrement, on délibère avec des arguments. Donc on retire de la discussion tout ce qui ne peut pas être argumenté. Quoi, par exemple? Les vérités révélées. Quelle que soit la nature de cette révélation, qu'elle soit d'ordre religieux ou qu'elle soit d'ordre pseudo-scientifique, du genre les lois de l'économie. Il n'y a pas de loi de l'économie. Il y a des modes de fonctionnement de l'économie. Le marché n'est pas une loi de la nature. Et même les lois de la nature, on les discute. Vous le savez bien qu'on les discute. La preuve, c'est qu'on les remet en cause continuellement. Entre Newton et Einstein, il a bien fallu que quelqu'un change d'avis. Tout est discutable, sauf, paraît-il, l'économie. Ça, c'est l'ordolibéralisme. L'économie, pas touche. La politique, c'est tout le reste, mais pas touche à l'économie. Bref. Il y a un intérêt général, il faut débarrasser la discussion sur l'intérêt général des vérités révélées. Notamment, la première d'entre elles, la religion. Pas que nous méprisions la religion, ni que nous voulions l'insulter, ni que nous voulions offenser ceux qui ont la foi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en discuter. Parce que, par définition, c'est une révélation et c'est un dogme. Donc, que chacun aille dans le secret de son cœur motiver ses décisions par ce à quoi il croit, mais dans la sphère publique, il ne peut pas en être question. La laïcité ne donne pas un caprice idéologique. C'est la conséquence naturelle de l'exigence d'humanisme que je viens de vous décrire sous la forme de l'intérêt général humain. De la même manière, la délibération ne peut pas avoir lieu sous l'emprise de la domination. Quelle domination? La domination du mensonge, c'est-à-dire du système médiatique, qui répond à une propriété privée qui oriente les informations qui sont données. Ou bien la domination de l'homme sur la femme, ou la domination de celui qui commande sur son salarié. Pour qu'elle soit libre, la délibération, il faut qu'interviennent deux choses. Un, que vous soyez en état de délibérer, donc éduquer. Éduquer à mort. Éduquer sans cesse, toute votre vie, tout le temps, dans tous les aspects qui font de vous un être humain. Pas seulement des chiffres, mais aussi de la culture, de la musique, de la poésie. Tout ce qui fait de vous un être humain, parce qu'il va vous rendre capable d'arriver à l'endroit où on doit prendre la décision et où vous avez besoin de connaître le plus grand nombre possible de paramètres pour concourir à l'intérêt général. Il ne se laissera jamais enfermer dans une ou deux équations.
être éduqué, délibérer sous la domination de personnes. Et évidemment, il y a encore quelques conditions à remplir. Il faut que ça soit libre, je viens de le dire, mais il faut que, quand la décision est prise, elle soit suivie d'actes. Ça, c'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un système qui forme vos convictions. Par exemple, la démocratie, c'est une règle absurde. 51 en raison contre 49. Pourquoi? Des fois, on dit qu'il faut une majorité qualifiée, alors c'est 60. Mais c'est une règle, c'est donc une abstraction. On a décidé que ça serait comme ça. Et quand la décision est prise, elle s'applique et nous acceptons de nous y soumettre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne change pas d'être, qu'on est obligé de changer d'avis. Non. Par conséquent, la démocratie est un processus permanent de discussion, même quand la décision est prise. Dans la démocratie, il n'y a pas de règle. On dit ce qui est bon. Pour qui? Pour soi. D'après soi. Il ne faut pas délibérer seulement de ce qui est bon pour soi. Il faut délibérer de ce qui est bon pour tous. Et ça, c'est la République. Ce qui est bon pour tous. Voilà pourquoi vous devez être éduqué et détaché de vos propres humus personnels. Parce que la décision qui est bonne pour tous peut être, des fois, pas bonne pour vous. Mais à long terme, elle finit toujours par être bonne pour vous, parce que ce qui est bon pour tous est forcément bon pour chacun. Vous voyez comment, dans cette doctrine, se trouve revisité par le paradigme de l'écologie politique et de la protection et défense de l'unique écosystème compatible avec la vie humaine, les intuitions fondamentales du mouvement progressiste. Premièrement, qu'il y a des biens communs. Deuxièmement, que nous sommes des individus singuliers mais semblables. Troisièmement, que nous avons un intérêt commun. Quatrièmement, qu'il y a des biens communs, c'était le communisme. Qu'on s'en sortira tous ensemble, c'était le socialisme. Qu'on doit délibérer de ce qui est bon pour tous, c'est le républicanisme. Par conséquent, le trajet que je propose n'est pas un abandon de ce à quoi nous avons cru, mais une nouvelle manière de le formuler et de le voir conformément aux réalités de notre temps. Comment le faire? Se pose la question politique. Dans un IEP, normalement, ça vous intéresse. Cette humanité innombrable, mise en cause par des variations de climat, de bulles financières, de guerre, qui lui échappent. Regardons là, qu'est-ce que c'est? Une multitude, au sens historique du terme. Des milliers d'individus avec des vies différentes qui rentrent et qui sortent, qui vont, qui viennent, qui passent dans la rue, qui montent dans un ascenseur, qui en sortent, qui descendent. Chacun va vaquer à ses affaires et ses occupations. C'est la multitude. Rien de commun sinon les conditions dans lesquelles chacun évolue. Je ne reviens pas, il va y passer une heure. Mais tout d'un coup, il se produit un phénomène. On ne sait pas lequel, c'est l'événement fortuit. Le déterminisme, mes amis, est probabiliste depuis qu'on a découvert la physique quantique. Jusque-là, on pensait que si on connaissait la position d'un corps à un instant T, on était capable, sa vitesse, on était capable de dire toutes les positions qu'il occupait avant et toutes celles qu'il occuperait après. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a un principe d'incertitude qui tient à la nature des choses, pas à l'impuissance de l'esprit humain. Eh bien, tous les déterministes sont probabilistes. La probabilité que l'ordre du monde dans lequel nous vivons s'effondre, à cet instant, est un peu plus haute qu'il y a une quinzaine. Et à mon avis, un peu plus basse de ce qu'elle sera dans une dizaine, si vous vous occupez bien de la loi El Khomri. Mais ce fait va à un moment donné appeler à un ressort fondamental de l'être humain. Tout à l'heure, je vous ai parlé du moment où vous guettez dans les yeux de votre mère ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans cette période où vous accumulez du savoir? Vous êtes en train de conquérir la souveraineté sur vous-même. Et ensuite, c'est le groupe humain qui va conquérir la souveraineté sur lui-même. L'anthropologue Maurice Godelier nous apprend que, contrairement à l'intuition, ce n'est pas la famille la première communauté politique. La première communauté politique, c'est le groupe humain qui décide d'établir sa loi sur les individus qui le composent et le territoire qui l'occupe. C'est-à-dire, ça commence quand on te dit qui tu as le droit d'épouser ou de ne pas épouser, et comment tu dois t'habiller dans l'un et l'autre cas, selon que tu es célibataire ou marié, etc., etc., etc. Qui va décrire ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, et qui est avec nous et les autres. Eh bien, cet acte de prise de souveraineté du collectif va consister, à l'échelle de l'individu comme à l'échelle du groupe, à quoi? À essayer de vaincre les choses qui s'imposent à vous.
les choses qui vous dominent. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est une seule et même chose, pour l'esprit progressiste, pour le courant des Lumières dans l'histoire longue, qui commence dans l'Antiquité grecque et romaine, plutôt grecque, de l'émancipation, à partir du mot que vous connaissez, émancipation, ex mancipium. Le mancipium, c'est la main du pater familias qui est propriétaire de son épouse et de ses enfants, et qui a droit de vie et de mort sur eux. S'émanciper, c'est devenir maître de soi-même. L'acte de souveraineté, de maîtrise sur ce qui vous arrive est également dans le programme initial des êtres humains. Et tout d'un coup, se produit un événement fortuit qui met toute l'humanité au pied du mur de prendre sa décision sur ce qu'elle veut faire. Vous serez mis au pied du mur par des circonstances politiques particulières, mais surtout par des événements qui vous dépasseront et vous obligeront à choisir une voie plutôt qu'une autre. Souvent, pour blaguer, je dis, puisque la mer monte et qu'une partie des gens vont être noyés, que faut-il faire? J'ai déjà raconté qu'il y a une ville en Inde qui sont noyés tous les 3 mois, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une décision rationnelle. Ils font le tour des quartiers et demandent qui est-ce qui ne sait pas nager, pour leur apprendre à nager. Je vous jure qu'ils le font. Vous pouvez dire, eh bien, puisque la mer monte, eh bien, nous allons prendre une décision rationnelle économique, nous allons investir de l'argent dans les sociétés de déménagement. C'est pour montrer que les décisions politiques ont un ancrage dans le concret. Ou bien on peut dire, on va peut-être s'y prendre autrement, on va démonter la centrale avant, on va l'arrêter, donc il faut la remplacer par une autre machine, parce que personne n'a envie de revenir à la bougie, contrairement à ce que disent quelques cons chaque fois qu'on parle d'écologie. Parce que c'est l'inverse. Pour changer le mode de production de l'énergie, c'est un bon scientifique et technique qu'il faut faire. Donc s'il y en a qui vont rester retournés à la bougie, c'est ceux qui prennent aucune précaution, parce que comme ils prennent aucune précaution et qu'ils ne préparent rien, quand il n'y aura plus rien, c'est eux qui vont se taper des bougies, pas nous. Bon, j'ai réglé mon compte avec cette histoire. Mais vous voyez que vous serez mis au pied du mur dans le choix politique. Je propose une stratégie raisonnable, maîtrisée et modérée. Vous pouvez être partisan des coups de bâton. Vous avez le droit. Des fois, si vous commencez à mettre des coups de bâton et à régler les problèmes à coups de fusil, nous verrons. Moi, je préfère qu'on évite ça. Donc, pour passer du statut de multitude au statut de peuple politique, il y a une stratégie révolutionnaire. C'est pas un à côté. En France, c'est particulièrement urgent avec la monarchie présidentielle, qu'il faut abolir, qui concentre les pouvoirs inouïs dans les mains d'un type qui a réussi à vous coller en guerre dans 4 pays, sans qu'on ait jamais voté. Non, d'habitude c'est à moi qu'on dit ça. Oh, mais si on suit Mélenchon, là, il va nous foutre la guerre partout. Pardon, c'est l'autre, le soi-disant modéré, qui a déclenché 4 guerres. Moi, je suis un type super raisonnable. Hein. J'aime pas les guerres, je suis contre, il faut qu'elles s'arrêtent. Et je sais comment on fait pour les arrêter. Vous savez comment on fait? On arrête, voilà, tout ça. On arrête. Révolutionnaire, je propose, qui n'est pas celle de tous les révolutionnaires. C'est la stratégie qui consiste à faire de la multitude un peuple en passant par une opération qui s'appelle la convocation d'une assemblée constituante. Cette assemblée constituante est celle qui fixe les principes fondamentaux de la société politique, à quelles règles va-t-on obéir, quels sont les principes qui commandent la société et comment ils vont mettre en œuvre. Et quand il fait ça, le peuple, alors il devient une entité politique. Alors des millions de gens qui s'intéressent à rien le reste du temps commencent à s'y intéresser. Et nous autres, qui menons cette lutte, nous ferons tout pour politiser, pour pousser à réfléchir. J'ai vu mes camarades au Venezuela distribuer des paquets de pâtes sur lesquels étaient imprimés les articles de la Constitution pour que les gens discutent de la Constitution à la maison. Et ainsi de suite. J'ai vu en Équateur, ils avaient changé le lieu de l'Assemblée. Au lieu de le mettre à Quito, où se trouvent les instruments du pouvoir, ils ont mis dans une autre ville. Les gens venaient par cortège de villages les plus perdus du pays, porter leurs pétitions, expliquer ce qu'ils voulaient, quels étaient les droits qu'ils voulaient voir. Alors ça nous dit une constitution avec 500 articles, bon, on peut faire à l'économie, nous. Mais c'est ça, le processus qui transforme une multitude sans projet commun en un peuple qui a un projet commun. Et pour la France, c'est spécialement nécessaire. Parce que la constitution sous laquelle nous vivons, qui a été modifiée 22 fois, comme vous le savez, dont 20 fois sans l'avis de personne, à la cadence, l'avis de personne, enfin, ou l'audio, quoi. À la cadence d'une par an sur les 10 dernières années. Ce régime a été inventé en 1958 alors qu'un monde était en train de finir. La France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec 1958, j'espère vous l'avoir démontré.
mais pas seulement pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, mais aussi pour une autre raison, qu'il faut regarder bien en face. Tout a changé, mais d'abord le pays est devenu urbain alors qu'il était rural. Tout a changé parce que ce pays a été brassé en profondeur par l'immigration. Brassé, c'est une grande et magnifique chose. Et c'est pas parce que nous avons un crétin qui vient d'inventer les Français de souche et les Français d'origine étrangère pour toujours qu'il faut qu'on oublie que le peuple français n'a de réalité que politique, jamais ethnique. Ce n'est pas une religion qui nous décrit. Il y en a 5 dans ce pays. Ce n'est pas une couleur de peau. Nous avons toutes les couleurs de peau. Ce n'est même pas la langue française qui nous décrit en tant que français, puisqu'il y a 29 pays qui l'ont en langue officielle. Ceux qui décrivent ce foutu pays, c'est le pacte politique qui existe, non ethnique. Chez nous, on écrit liberté, égalité, fraternité, et ce contrat politique, on peut le partager avec n'importe qui dans l'humanité entière. Et si vous allez dans le pays voisin, où sont nos amis allemands, sur leur parlement, ils ont écrit des Deutschen Volk, c'est-à-dire le folk, le peuple au sens ethnique. Nous ne sommes pas un peuple ethnique. Nous sommes la première république imparfaite, misérable, ne réussissant aucun de ses objectifs. Mais nous sommes la nation dans laquelle est né ce principe qui peut se mettre en partage avec l'humanité entière et préfigurer la République universelle à laquelle nous aspirons. Ça, c'est le trésor des Français. Élaboré pendant je ne sais combien d'années à la faveur d'un tumulte infini, de querelles sans fin, de massacres, de honte, mais de moments brillantissimes qui nous y ont ramenés. La nation politique doit se refonder parce qu'elle a été beaucoup brassée, beaucoup chamboulée, et qu'elle ne sait plus très bien qui elle est, et qu'on a des démons qui se sont amusés à expliquer que nous pourrions être différents du fait des origines de nos grands-parents. Parce que si vous ne le savez pas, là-dedans, il y en a un paquet qui sont des binationaux qui s'ignorent, et à qui, sur leur apparence ou leurs cheveux frisés, plus ou moins, la pâleur de leur peau ou la couleur de leurs yeux, on pourrait à un moment ou à un autre, si on l'a mis dans la Constitution, venir leur dire « T'as une drôle de gueule, toi !» Que faisait ton père? Qui était ta mère? D'où il venait? Ah, tu n'es pas français de souche? Bien sûr. C'est pas le problème des terroristes, on s'en fout, qu'ils les mettent à bouillir, qui veut, si jamais il arrive à l'attraper. Et que ceux-ci ont décidé quand même d'être terroristes, nonobstant l'inconvénient majeur qu'il y a, il perd sa nationalité en cas de terrorisme. Surtout après avoir explosé. Eh bien, au nom de ça, on va introduire un principe qui va nous diviser. Voilà pourquoi, d'abord, il faut empêcher cette ignominie d'avoir lieu. Et deuxièmement, ce qui doit nous faire réfléchir sur le futur, c'est qui nous sommes devenus. Dans les années 50, un enfant sur 10 avait au moins un parent étranger. Aujourd'hui, un enfant sur 5 né en 2014 a un parent étranger. 20% de nos petits qui sont à nous vont être transformés en suspects. L'immigration représentait 4,5% de la population dans les années 50. Aujourd'hui, c'est 6,4%. Ça veut dire que nous sommes brassés, nous sommes métissés. Il faut que le feu de l'histoire longue recuise le peuple français. Moi, je suis un petit pied noir. Enfin, plus petit que ça, mais enfin bon. Je viens de ça. Mes pères, mères, mes grands-parents n'avaient jamais vu le sol français. Mon père si, pas les autres. Ils étaient français, passionnément, je l'ai choisi. Donc dès qu'il y avait la Marseillaise, tout le monde devait se mettre debout, à table, c'était comme ça. Dès qu'il y avait un cortège militaire, il fallait marcher derrière ou au moins applaudir. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais ma mère l'a vécu et combien d'autres. Mais tous ces gens venaient d'un peu partout de la Méditerranée. Beaucoup étaient les descendants des sujets des rois. Ils n'avaient pas été bien cuisinés par l'idéal républicain français. Insuffisamment bouillis. Eh bien, c'est tout notre peuple qu'il faut remettre à contribution de son auto-redéfinition politique. En faisant une constituante, le peuple français va se refonder lui-même. Et tous ceux qui vont refonder la nation ensemble vont se l'approprier comme leur bien personnel et pas comme quelque chose qu'ils ont dû trouver dans leur berceau en même temps que la cuillère pour manger. Voilà. J'ai résumé la doctrine.
il fait une chaleur à crever, il est temps d'arrêter, et pour le reste, je répondrai, je ne sais pas ce qui est prévu, je dois remonter dans le train ce soir, donc si vous me voyez partir en courant, c'est pas que je vous fuis, c'est que le train n'attend pas. Merci de votre patience. Merci infiniment, monsieur Mélenchon. On va passer à la phase question, peut-être pour une vingtaine de minutes, on a maximum 30 minutes, peut-être 3 à la rigueur. Et après les questions, si vous voudrez une très courte séance de dédicace, parce que levez la main et on va passer à la Là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lève la main, attends, pas de temps. À qui on a enlevé le micro? La fille d'abord. Bonsoir monsieur. Alors déjà merci beaucoup pour vos propos à propos de la loi sur la déchéance de nationalité. Parce que je suis moi-même en fait une binationale, on va dire. Alors, en plus, ça ne se voit pas dessus. Ça ne se voit pas. Non mais c'est pire parce que figurez-vous que je suis franco-syrienne. Donc vraiment le pire. Et j'espère voilà, que cette loi ne passera pas. Enfin je dis le pire pour les clichés. Enfin bref. Et c'est pas ma question. Donc ma question c'est à propos de la loi Khomri dont vous avez parlé. Donc, comme on le sait tous, le gouvernement a fait récemment l'annonce de cette loi, qui, je le rappelle, était un projet intolérable, directement inspiré des revendications du MEDEF, et qui viendra précariser davantage les vies des jeunes et des salariés qui, nous le savons, le sont déjà. On a vu s'organiser une large mobilisation avec la pétition en ligne rassemblant plus de 900 000 signatures, si je ne me trompe pas, et l'appel de nombreuses organisations de jeunesse à manifester et agir le 9 mars. Et j'ai même vu des tracts pour information au sein de l'IEP, mentionnant la tenue d'une assemblée générale au sein de l'IEP lundi midi prochain. Donc vous voyez, il y a des choses qui s'organisent. Ma question étant la suivante, pensez-vous que ce mouvement naissant peut provoquer le retrait de ce projet de loi malgré les difficultés à produire des mobilisations sous gouvernement socialiste et officiellement nommé socialiste? Voilà, merci. Merci. D'abord, merci pour votre conférence. J'avais une question à vous poser. Vous avez parlé de la formation d'une assemblée constituante, donc un espèce de nouveau projet républicain. Mais pourtant, j'ai l'impression que ce projet d'assemblée constituante, c'est d'abord un espèce de fantasme de théorie politique, quelque chose qui est théorisé de nombreuses fois, mais qui paraît impossible à mettre en pratique. Que ce soit direct, même si on lit Hume, on se rend compte que c'est impossible, ou que ce soit indirect, et là on a les désavantages de la représentation. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous-même, vous seriez capable, selon vous, d'organiser une telle assemblée, alors qu'elle semble déjà, en théorie ou en pratique, extrêmement difficile à réaliser. Merci beaucoup. Merci pour le caractère direct, ça marche, hein? On m'entend bien? Oui. Bon, j'approuve ce qui a été dit par la première intervenante. Ça ne doit pas vous surprendre. Je pense que vous devez tous réfléchir assez profondément sur le fait que vous devez vous impliquer dans cette affaire. Alors, si vous êtes pour, c'est vraiment bizarre, mais bon, il faut le dire. Non, il faut le dire et présenter ses arguments. Aux autres de faire attention à ne pas traiter ceux qui sont de l'avis inverse. Si vous êtes contre, c'est que vous avez compris de quoi il est question. Peu importe les motivations lamentables qui ont pu conduire à une décision pareille et à un projet pareil. C'est un énorme recul. Il y a bien des gens de gauche dans cette salle, j'imagine. Nous sommes tous, de toute façon, parce que vous êtes dans cette salle, vous êtes les héritiers de ceux qui se sont battus pour ça. Pour le droit à l'éducation, pour l'école gratuite, etc., etc., etc. On nous propose un recul inouï. La journée de 10 heures, ça date du début du XXe siècle. La reconnaissance de la journée de 8 heures, les nôtres l'ont arrachée par des luttes, des manifestations, dont la première a été appelée par la première internationale et qui s'est terminée par un massacre aux États-Unis.
Le triangle rouge que vous voyez là, pour moi, c'est celui des déportés communistes, socialistes, syndicalistes, auxquels les nazis avaient cet emblème. Et il se trouve qu'ils ont choisi le triangle rouge, qui pour les Français avait un sens particulier, parce qu'à la première manifestation du 1er mai en France, les nôtres portaient des triangles de cuir rouge, parce que ça signifiait 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. La bataille pour la journée de 8 heures est consubstantielle à la lutte du salariat progressiste. Revenir dessus et ramener à 12 heures, de gré à gré, pour négocier. C'est Paul qui a négocié avec son patron Marcel, c'est un vieux pote. C'est pas la peine que je vous fasse le récit de ce que ça donne. Le gouvernement actuel a d'abord progressivement renversé la hiérarchie des normes et fait du contrat une entité supérieure à la loi. Le président comptait même introduire ça dans la Constitution, fort heureusement, il ne l'a pas fait encore, mais déjà introduit dans les mœurs. Autrefois, la hiérarchie des normes, c'est la loi, la branche, si c'est plus favorable, l'entreprise, c'est plus favorable que la branche. C'est renversé, et c'est l'accord de branche ou l'accord d'entreprise. Là, on est en train d'introduire en plus l'étape suivante, c'est-à-dire le gré à gré. Il n'y a plus de loi. Et on vous dit c'est pour rendre plus souple et adapté, blablabla. Moi, j'ai toujours la même une réponse que du niveau de ce qu'on me dit. Hein. J'ai dit, bah oui, d'accord, on va changer le code du travail pour l'adapter, bah, il n'y a qu'à faire pareil avec le code de la route. Hein. En fonction des besoins des uns et des autres, hein. J'ai été élu local, la route serait tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt on aurait le droit de klaxonner, tantôt on n'aurait pas, etc. etc. C'est absurde. Vous le savez, c'est absurde. C'est ne rien comprendre à la production. Mettre quelqu'un 12 heures au travail, toute sa vie, c'est de tuer. Voilà, c'est tout. Ces imbéciles qui disent il est normal qu'on travaille plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Mais on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Donc si vous remettez les gens au travail dans des conditions pareilles et avec la précarité qui fait partie du tableau, pour que les gens acceptent d'être maltraités comme ça, il faut qu'ils aient peur. Pour qu'ils aient peur, il faut qu'ils aient un statut incertain. La précarité et la durée du travail, c'est un rapport entre les deux. Toutes les formes d'exploitation s'entr'épaulent et toutes les formes de résistance s'entr'épaulent. Il faut que vous empêchiez ça. Parce que sinon, c'est toute votre vie pour reprendre morceau par morceau ce qui vous aura été volé en une seule fois. Il faut que vous vous opposiez à ça. C'est pas, moi je peux y appeler, j'ai dit que je pense que c'est un mouvement citoyen qu'il faut. C'est pas seulement les syndicats. Bien sûr, heureusement qu'il y a les syndicats, s'ils arrivent à se mettre d'accord et à proposer une action commune. Bien sûr qu'il faut des syndicats. Mais tout le monde doit s'y mettre. Parce que quand vous avez une négociation, j'étais parlementaire national, on nous disait la plupart du temps, ah ben, c'est la négociation, c'est signé, il faut voter. Rien à faire. Parce que dans la négociation, il y a le patronat, les salariés. Mais il n'y a pas que dans la vie. Il y a une troisième composante, et c'est la plus importante, c'est la société elle-même. Moi, je suis concerné par le nombre d'heures que vous allez passer au travail, parce que vous allez vous rendre malade. Si je ne fais que de la comptabilité, il va donc falloir que je vienne à votre secours, même si vous pouvez vous priver de soins, comme le font trop de gens. Déjà, bref, nous sommes tous concernés par cette affaire, parce qu'il s'agit non seulement de nos vies en particulier, pas de la mienne, mais de la vôtre, et de votre futur, mais aussi de l'équilibre général de la société. Dans quel genre de société va-t-on vivre? Où les uns auront du travail à en crever, et les autres n'en auront pas du tout à en crever. Vous devez rétablir l'ordre, l'ordre public, social. C'est ça votre tâche, votre bataille. Donc, le 9 mars, il faut y mettre de l'huile de poudre, il faut faire ce qu'il faut, et ainsi de suite. Et vous pouvez gagner, parce que combien de fois on vous a dit que vous n'y arriverez jamais? Ils ne sont pas si puissants qu'ils peuvent faire les gens. Hein? Si on est bien nombreux, tout partout comme il faut, puisque vous leur faites l'humiliation suprême d'une lutte de la jeunesse, pour terminer à toutes leurs autres infamies qui se tapent en plus. Ben oui, un gouvernement dit de gauche qui est capable d'envoyer en prison ferme des ouvriers qui défendent leur emploi, franchement, on n'appartient plus à la même famille. On n'a plus rien à se dire, mais au moins là, on va être comme ça. Moi, je vous appelle vraiment à entrer dans la compréhension de l'avant-projet de loi. Je ne vous appelle pas à l'action, non, à une action consciente. Parce que c'est une action qui va vous prendre du temps, qui va vous bouffer de l'énergie. Donc, étudiez avec soin l'avant-projet puis le projet lui-même. Mais n'attendez pas de voir le projet arriver pour vous mettre en mouvement. L'avant-projet, nous l'avons déjà.
En tout cas, je sais qu'il y en a un premier commentaire sur mon site, La France Insoumise, mais il y a d'autres endroits où vous avez des commentaires. Imaginez-vous l'esprit tordu qui, dans un bureau, a inventé que les 2 jours de congé, quand vous perdez un proche, ben même ça, on vous le remet en cours. Et quel est le type qui a pu inventer, la femme, je ne sais pas qui, quel est l'insecte qui a inventé une chose pareille? Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre? Comment vous imaginez quelqu'un qui a perdu son époux, son épouse, son compagnon, sa compagne, ou son père, va aller au boulot et se taper 12 heures avec la productivité comme ça? Comment ils peuvent imaginer une chose pareille? Donc c'est vraiment uniquement par le symbole, pour montrer qui c'est qui commande. Et bien c'est pas toi, bonhomme, tu n'as pas de droit. On te fait des faveurs. Voilà, dit, va, allez, c'est bon, tu reviendras demain. Comment va demain? Non, pas demain. Tout à l'heure, va à l'enterrement, puis revient. On n'a pas que ça à foutre, etc. Bon, j'ai pris un exemple caricatural, mais c'est pas moi qui ai inventé la caricature, c'est eux. La journée de 12 heures, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui veulent y revenir, etc., etc. Et l'accord, on dirait après. Méfiez-vous de ça, mais regardez bien. Ne croyez pas ce que je viens de vous raconter. Allez le vérifier. Et si ça s'y trouve, alors là, abandonnez-vous à la colère que ça va soulever en vous. Et tâchez d'être maître de cette colère, c'est-à-dire d'en faire une énergie positive. Voilà ce que j'ai à dire après vous. Les organisations de jeunes se sont mises d'accord pour engager cette bataille. Hein. Alors que vous soyez organisé ou pas, c'est pas le sujet. Hein. Mais il faut vous y mettre. Et surtout vous, qui avez la chance de faire des études de longue durée, qui avez la chance d'être Bac+, et qui avez la chance d'être dans un établissement comme celui-ci. Parce que vous avez aussi des devoirs à l'égard de la société. Si vous êtes là, c'est grâce à tout le monde. Bien sûr, grâce à vous, ce sera votre tour à un moment ou à un autre. Mais il ne faut jamais oublier que c'est le collectif qui commande. C'est le souverain qui est le maître. Et le maître et le souverain, c'est le peuple. Donc c'est vous. Vous ne pouvez pas faire des études de sciences politiques et après, quand arrive un problème politique gros comme une montagne, justement, vous n'avez rien à dire sur le sujet. Alors à quoi bon faire des études si c'est pour arriver à être comme du bétail comme les autres? Bon. Ça, c'est pour être compris la politique. Je vais vous donner une raison sur un point. En effet, c'est dur. Voilà. Mais tout changement, quand vous avez le projet d'un changement, vous allez vous heurter à la résistance de l'ordre établi. Je ne vous pose pas de questions à vous, mais je peux vous dire que je vous dis ça depuis un moment, parce que j'appartiens à la famille de ceux qui veulent changer l'ordre établi. Je peux vous garantir que la société résiste bien. Et qu'elle ne bouge quand elle ne peut pas faire autrement. Par conséquent, oui, ce sera difficile. Mais est-ce qu'il y a un moyen? Bien sûr, il y en a un. Très simple. Très simple. Notez pour moi. Notez pour moi. Je vous ai dit que moi, je croyais au bulletin de vote. Je crois au suffrage universel. Je crois aux stratégies majoritaires. Ben, peut-être que mon appel ne sera pas entendu. Et je ne serai pas élu. Et je serai minoritaire. Je me soumettrai à votre décision majoritaire. Mais si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y en a marre de la monarchie présidentielle et que vous voulez une constituante, il n'y en a qu'un seul qui vous le propose, avec un moyen simple qui s'appelle un bulletin de vote. Je ne suis pas en train d'exagérer et de surutiliser la situation. Ce que je veux vous dire, c'est que tant qu'il y a une démocratie, on peut changer les choses. On peut. C'est très dur parce qu'on s'affronte à la résistance de la société, on s'affronte à la résistance de ceux qui ne sont pas de notre avis. C'est dur, ça s'appelle la démocratie. L'art de la démocratie, c'est pas seulement d'accepter de gagner, c'est aussi d'accepter de perdre. Moi, j'y suis prêt. Je suis prêt à perdre et à accepter. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Mais je suis prêt aussi à gagner. Et si je gagne, on fait ce que j'ai dit, que j'ai marqué dans le programme. Donc, ce moyen simple, il existe. Ça signifie quoi? Que la Constitution actuelle peut permettre, par un vote des assemblées, de convoquer une assemblée constituante. Et voilà. Donc il faut former une majorité politique pour ça. Pas dans 100 ans, on a une élection l'année prochaine, ça tombe bien. Donc on peut l'année prochaine prendre la décision conforme à notre espérance, si on pense que c'est ça qu'il faut faire. Et vous aurez plein de gens pour dire « Ah, il y a plus urgent, hein, il y a plus urgent. » Alors quand vous dites l'emploi, oui, l'emploi, non, l'écologie, alors l'écologie, pardon, non, alors il y a tout. C'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon mot d'ordre, c'est jamais le bon sujet. Tout se tient. Tant que vous aurez la monarchie présidentielle, non seulement vous êtes dans la main d'une seule personne, passons sur le statut de la personne en question, mais vous êtes dans un système entièrement pyramidal, entièrement rigide, qui tient entièrement par quoi? Le pouvoir de l'oligarchie et de la caste.
de gens qui ont été là trop longtemps et qu'il faut brasser. Et je suis d'accord pour foutre tout le monde dehors, inclus-moi. C'est pas souvent qu'on vous dira ça. Inclus-moi. Changer la Constitution, une fois que la Constituante s'est réunie et qu'elle a choisi son texte, je m'en vais. Si ça vous prend 1 an, je m'en vais au bout d'1 an. Ça vous prend 2 ans, je m'en vais au bout de 2 ans. Je vous dis ça sous une forme un peu humoristique pour vous montrer que vous ne pouvez pas échapper aux conséquences de votre liberté. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais n'allez pas vous abriter derrière l'idée que ce n'est pas possible. Parce que c'est possible. Simplement, il faut le vouloir. Et il faut le vouloir dans des conditions qui convainquent. Tant que vous laisserez les choses en l'état et que vous serez pas, par exemple, la Constituante, j'ai proposé que ceux qui siègent à la Constituante n'aient jamais été élus nulle part ailleurs avant. Voilà. Comme ça, vous aurez des gens qui arriveront en se demandant, sans aucun a priori, pas parce que je condamne les élus, donc je le suis, mais qui viendront et qui diront, voilà, compte tenu de ce que nous avons vécu, ce qui nous semble important de faire prévaloir en s'entourant de toutes les expertises nécessaires, c'est vrai, on fait spontanément comme ça, simplement parce qu'on vient de débarquer, de quelle manière organiser correctement une constitution. Mais en s'entourant d'expertise et en prenant la décision. Vous connaissez une autre méthode? Il n'y en a pas. C'est ou la démocratie, ou la violence. Je préfère la démocratie. Mais peut-être qu'un jour, c'est dans la violence que vous changerez. Parce que si vous gardez la monarchie présidentielle, qui a l'air de plaire tellement à certains, que c'est jamais le bon sujet. Mais imaginez-vous que ce soit quelqu'un de violent, ou quelqu'un de sectaire, ou quelqu'un de xénophobe, ou quelqu'un de raciste, ou quelqu'un qui serait nationaliste de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait avec la 5e République? Une dictature. Parce que les moyens de la dictature sont dans cette Constitution. Et en plus, quand on y a collé en plus l'état d'urgence, revisité et revu comme il est maintenant. Ne vous étonnez pas si certains courants politiques sont devenus tout d'un coup favorables à la 5e République. C'est parce qu'elle convient parfaitement, c'est l'outil parfait pour un projet autoritaire, de fonctionnement autoritaire du pouvoir politique. Moi, je vous propose qu'on s'évite ça. Et pour se l'éviter, nous n'avons rien d'autre que les bulletins de vote, les assemblées. Alors, au terme du temps, on discute, ben oui, la démocratie, c'est lent. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pouvoir du temps. Eh bien non, pour faire les bonnes choses, il faut du temps du collectif, ça prend du temps, et ce temps-là est bienvenu. J'espère vous avoir juste convaincu d'une chose. Pas que j'ai raison. Après tout ça, c'est le secret de votre conscience, mais que c'est possible. Acceptez jamais le discours de résignation. Vous connaissez le vieil adage qui dit on ferait davantage de choses si on en pensait moins d'impossible. Alors, surtout vous, quoi. Alors, si vous, à 20 berges, vous pensez que c'est impossible de changer le monde, alors c'est bon, je rentre chez moi, je n'en sors plus. Parce que moi, j'y suis. Alors, on est en train de pelleter, aller voir des gens qui disent quoi, vous êtes encore là? Non, bah oui, c'est encore moi. Il faut tout changer. Mais vous avez le devoir d'être audacieux. Ce n'est pas simplement la possibilité, c'est une injonction qui vous est faite. Parce que ne soit moins l'homme ou la femme qui a charge d'enfants, de famille, de parents, toutes les choses qui dans la vie parfois peuvent réduire votre disponibilité aux autres. Mais pas dans cette phase-là pour l'instant. Je dis vous un peu comme exemple, mais ça vaut pour n'importe quel jeune. Jean Giono disait la chose suivante: il faut être anarchiste à 20 ans pour qu'il vous reste assez d'altruisme pour être sapeur-pompier volontaire à 30. Bon, alors c'est le moment d'être un peu anarchiste, même si ce n'est pas tout à fait la famille politique. Autre chose? On ferme? Non, il y a une main là-bas. Quoi? Allez, un garçon, une fille. Non, vous êtes 3 mecs, démerdez-vous. Bonsoir, merci pour ce soir. Parlez-nous dans, madame. Oui, ça va mieux comme ça. Je voulais juste revenir sur un point d'écologie dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en 2012, si je me souviens bien, vous avez encouragé les pêcheurs bretons à braconner le bar pendant la période d'hiver qui est la période de reproduction du bar. Et vous parliez tout à l'heure de la possibilité de système marin. Du coup, ça me semble un petit peu à contresens, donc je voudrais plus connaître votre position à ce sujet aujourd'hui. Non, mais le sujet est sérieux, et c'est moi qui vous fais rire de manière déloyale quand elle parle. Je ne m'en souviens pas. Laurent, où es-tu? Vous les avez incités à résister par rapport à la... Non, c'est pas nous, vous vous trompez. Tu te rappelles de ça, toi? Laurent est une
qui sort aussi d'un IEP, il y a un moment déjà. C'est mon cerveau annexe. Désolé. Désolé. Par contre, je me suis opposé, on parle de pêche là. Allez, j'ai répondu, c'est pas moi. Désolé. Bon, après, autre chose? Bon, ça y est, vous êtes mis d'accord là-bas ou pas? On va essayer d'avoir ensemble. Bon, d'accord. Allez, vas-y, donne le micro. Après, miracle, cette fois-ci, on arrive à avoir une fille et un garçon. Alors du coup, je voulais vous demander quels étaient selon vous les moyens qui permettraient à la France d'affirmer son indépendance, notamment à l'hégémonie du dollar et dont vous avez mentionné pendant votre conférence. Parce qu'il me semble, à mon point de vue, que la 5e République a permis, dans les dernières années, d'affirmer clairement l'indépendance de la France et oui, voilà, son indépendance. Bon, je vais répondre très rapidement, mais je suppose que la salle a frémi d'horreur en pensant à la longueur de ma réponse. C'est une telle question à faire. Bon, d'abord, là, vous avez le bon mot, parce que je me suis prononcé pour ce que j'ai appelé un nouvel indépendantisme français. Bon, c'est pas du tout une vision nationaliste du problème, que vous avez décrit la France comme je la vois, mais l'indépendance, c'est l'autonomie, le droit de décider pour soi-même. Donc, je vais le résumer, les formes que j'apprendrai. Déjà, sortir des alliances militaires dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire l'OTAN, et construire une nouvelle alliance intermondialiste avec les pays émergents. Juste pour la plaisanterie, j'espère que vous savez tous que la plus longue frontière de la France, c'est pas avec l'Allemagne, c'est que le Brésil. Et donc, nous sommes un pays d'Amérique latine, c'est comme ça, et des Caraïbes. Mais ça veut dire que la France est une nation universaliste, pas une nation occidentale. Sa position dans le monde la met au contact de tous les continents, et ses principes aussi. Évidemment que la question se pose des moyens dont nous disposons pour cette indépendance. Sur le plan militaire, on voit bien comment on peut le faire. Sur le plan économique, c'est un peu plus compliqué. Naturellement, nous agissons dans l'espace européen. Dans cet espace, nous ne sommes pas sans moyens. Mais à quoi faut-il penser la réalité politique en termes de rapport de force? Pas parce qu'on aime la force, mais parce que les rapports de force sont dans le réel. Et ceux qui n'admettent pas les rapports de force finissent par les prendre en pleine figure. Le rapport de force des Français, il est essentiellement établi avec l'autre puissance qui co-dirige l'Europe avec nous, c'est l'Allemagne. Nous sommes 18% de l'économie européenne, ils sont 20%. Par conséquent, nous avons les moyens de faire entendre notre voix et de dire que ce système ne nous convenant pas, si on ne le change pas, nous préférerions notre souveraineté à notre soumission. Je vous demande pardon de résumer un point de vue politique aussi complexe en un petit peu de mots, mais je ne vois pas le moyen de recommencer une conférence sur ce qui revient à dire quelle est notre attitude à l'égard de l'Europe. Moi, je pose des principes. Je vous demande de m'écouter avec soin, si ça vous intéresse, quand je m'exprime, et encore plus quand j'écris, parce que c'est là que se trouve la plus grande précision de ce que je pense. Mais en vous rappelant en fait que je ne suis pas un professeur d'économie politique, je ne suis pas un journaliste, je suis un protagoniste de la situation. Et par conséquent, toute ma manière d'être doit donner à penser à ceux qui demain pourraient se trouver être des partenaires ou concurrents. Je ne parle pas de la vie politique française, je parle des partenaires européens. Il est clair que l'autre puissance, qui est l'Allemagne, a un comportement rationnel. Madame Merkel a un comportement rationnel. Elle suit les intérêts de son pays dont elle pense qu'ils sont bons pour tout le monde, avec un modèle économique qu'elle pense indépassable, fondé sur l'ordolibéralisme. Mais pourquoi pense-t-elle ça? Ben c'est normal, c'est ce que fait tout le monde. Et elle se trouve avoir en face d'elle des petits garçons qui ont peur d'elle. Le peuple français vote non en 2005, M. Sarkozy va la voir, il dit vous inquiétez pas, ils ont dit oui. On a découpé le texte, on l'a remis dans un autre forme et on se l'a avalé. Pourquoi voudriez-vous qu'après ça, elle se dise ah ben non, il voulait dire non, mais il m'a dit oui. Arrive M. François Hollande qui lui avait dit qu'il renégocierait les traités. Il arrive, il ne renégocie rien du tout. Rien, absolument rien. Et il prétend avoir obtenu un pacte de croissance qui a fait relédrir toute l'Europe. Donc elle a un comportement rationnel, mais elle a en face d'elle des partenaires qui n'établissent pas de rapport de force. Pourquoi ne le font-ils pas? J'ai dit petit garçon, mais c'est une fleur que je leur fais. C'est parce qu'ils sont d'accord avec elle. Parce qu'ils pensent que c'est ça la bonne ligne politique et économique, que c'est comme ça qu'on développe le mieux le capitalisme de chacun des pays. Par conséquent, ce à quoi nous nous heurtons, c'est un ordre politique et un ordre d'organisation de la société sur la base des objectifs et des normes qu'impose le capital financier.
rompre avec ça n'est pas très difficile. Je ne vais pas vous faire la même réponse que le jeune homme qui s'adressait à moi tout à l'heure. Enfin, tout ça n'est pas tombé du ciel, il a bien fallu le décider. La déréglementation n'a pas surgi comme un effet de la nature. Il a fallu voter des lois, il a fallu prendre des décisions. Nous ne sommes pas sans alliés en Europe, mais à condition de s'avancer franchement, pas de faire comme a fait Hollande, parler en douce avec les Italiens, aller se cacher avec les Espagnols, qui évidemment ont fait qu'une chose, courir voir Madame Merkel pour tout raconter. Mais bien sûr, ça s'est passé comme ça, si vous ne le savez pas. Ou aller faire le coup de coq auprès de Tsipras pour le convaincre que, grâce à lui, François Hollande, il était sauvé et qu'il ne sortirait pas de l'euro. Et l'autre a réussi à se laisser enfermer pendant 17 heures, ce que n'importe quel syndicaliste sait qu'il ne faut pas faire. Vous enfermez pas dans la fiole pendant 17 heures avec 18 personnes qui ne peuvent pas vous blairer. Parce que si ça avait été moi, je sortais. Mais pas pour faire le brave, comprenez-moi. Moi, je joue mon personnage. Pourquoi je serais sorti si j'étais Tsipras? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité financière. Donc, il dit, écoutez-moi, je voudrais bien payer, je ne peux pas. J'en suis désolé, d'ailleurs, je sors mon mouchoir, je mets plus les yeux, ça me fait de la peine. Donc, d'accord, je suis en banqueroute, je m'en vais. Il se lève et il sort. Les autres, il y en a 4 pattes le rattraper. Mais non, monsieur Tsipras, asseyez-vous, un petit café, ça va les mieux respirer. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il le ferait? Parce que les Français sont engagés pour 40 milliards sur la Grèce dans le mécanisme européen de stabilité financière. Et les Allemands pour 60 milliards. Ça s'appelle un rapport de force. Il ne faut pas dire en regardant la pointe de ces godasses, c'est qu'on se verrait à la main. Parce que si vous faites ça, vous êtes perdu d'avance. Il faut assumer le rapport de force. Si ça marche pas, on sort de l'Union européenne. Si ça marche pas, on s'en va. Voilà, merci. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous me voyez aller me dire je veux ci, je veux là? Non. Ah ben très bien, ben salut. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et comment on peut dire non à la France? Comment on peut dire non? Nous allons être la première population du continent. Nous savons tout faire dans ce pays. On a une main-d'œuvre immense, formée, éduquée. Et puis je vous passe le reste, hein, des instruments de rapport de force, ça va. On n'est pas les derniers de la classe. Hein. C'est-à-dire que c'est impossible de mettre sur nous des moyens de pression violents, qui s'amusent seulement un seul jour à faire ce qu'ils ont fait à Chypre. Chypre, il n'y avait pas un parlementaire, ils n'ont même pas réussi à en acheter un, pour voter le mémorandum. Ils ont fait l'accès aux finances. À l'époque, vous étiez une poignée, notamment mon camarade François Delapierre, qui avait traité Moscovici de salopard, en disant que ceux qui prenaient une mesure comme ça, c'était une mesure de guerre. C'est une mesure de guerre. Et quand vous laissez faire une fois, ça veut dire que vous laissez faire la fois d'après. Et si vous laissez faire la fois d'après, ça veut dire que vous êtes d'accord pour qu'ils vous le fassent à vous. Ils l'ont fait à la Grèce. Comment croyez-vous que Tsipras négociait? On avait droit à 20 € par jour, point barre. Comment vous faites quand vous avez fait 31% aux élections? Vous avez gagné un référendum, mais il faut trancher, il ne l'a pas fait. Il a fait un choix. Je ne vais pas lui jeter la pierre à cet instant, je suis en désaccord total avec ce qu'il a fait. Et je vous garantis que si la même situation m'arrivait, je n'aurais pas peur. Parce que je connais le mécanisme. Pas parce que je suis plus courageux qu'un autre, ou je ne sais pas quoi, mais parce que nous sommes la France. Nous ne sommes pas 2% de l'économie européenne. Et nous sommes le peuple le plus nombreux. Et ce qui fait que nous avons besoin de ça. On comprend que les Allemands aient besoin de retraite par capitalisation, donc d'actions qui soient au plus haut niveau possible, avec le plus de dividendes possible distribués par ces sociétés de capitalisation pour payer leur retraite. Et qu'ils sont moins préoccupés de jeunesse, vu qu'il n'y en a pas. Et qu'il y en a beaucoup moins que nous. Nous, c'est l'inverse. Nous sommes riches d'enfants, de petits-enfants, il y en a de plus en plus. Donc nous avons besoin de routes, d'hôpitaux, d'écoles, donc d'investissements publics, parce que ce n'est pas le privé qui va le faire tout ça. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas que ce soit lui qui le fasse. Donc nous avons besoin d'investissements publics. Ce n'est pas par idéologie, ni par anti-germanisme, ça n'a aucun sens. Enfin, on va se faire donner des leçons d'internationalisme maintenant par des gens qui débarquent sur les rallyes de la 25e heure. Pas à nous quand même, l'internationalisme. Donc, nous sommes internationalistes. Et nous croyons que ce qui est bon pour nous, nous aussi, nous croyons que c'est bon pour les autres. Mais en attendant, comme c'est bon pour nous, et comme il n'y a pas moyen de le faire à cause des traités européens, il faut sortir des traités européens. Mais il faut le proposer. Alors à chaque fois on dit oui, mais si ça ne marche pas, mais commencez par le proposer. Ça n'a jamais été fait. Aucun dirigeant français ne l'a proposé. Alors vous voulez quoi? Que les autres soient touchés par la grâce et dire on a entendu dire que dans un amphi de Sciences Po, à Rennes, un certain Mélenchon, avec des jeunes gens excités, on dit qu'il fallait changer ça. Mais non, c'est la parole de l'État qui doit conduire les gouvernants avec des propositions sur la table. Voilà, moi j'en ai une à mettre.
on abolit les articles qui interdisent l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. Voilà, c'est clair ça comme proposition, tout le monde comprend. Vous voulez maintenir qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale? Salut, c'est sans nous. Parce que vous nous volez. Le refus de l'harmonisation fiscale, c'est permettre le dumping fiscal. Et donc, vous avez des boîtes françaises qui vont mettre leur siège là-bas, en Hollande, à cause de ça. On n'est pas d'accord. D'abord, ils vont revenir. Et ceux qui s'en vont, on leur supprime leurs mandats sociaux. Pourquoi on accepterait? Et ceux qui ne payent pas d'impôts, pourquoi on accepterait? Alors maintenant, ça y est, enfin, en 2012, vous vous rappelez, j'avais proposé ça, le versement différentiel. Vous payez ce que vous devez au pays dans lequel vous êtes, et puis la différence, si vous deviez payer plus en France, vous payez en France. Quelle horreur, c'était du bolchevisme. D'accord? Jusqu'à ce que quelqu'un finisse par se rendre compte que j'avais piqué l'idée aux Américains. Alors là, évidemment, ça les faisait rire, les journalistes sont très intelligents. Donc, ah bon, vous proposez de faire l'Amérique en France, là, M. Mélenchon? Mais oui, mais ils me l'ont fait. Vous pouvez regarder l'extrait à la télévision, il est toujours là. Et c'est moi qui passe pour un type agressif et un peu agité. Pas le con qui me pose des questions pareilles. Et même maintenant, les Américains, ils le font. Vous ne le saviez pas, ça. Vos banques qui sont là, les Amerlots appellent avec le soupçon d'américanitude. Vous entendez? D'américanité, pardon. D'américanité. Ils font une enquête banque par banque pour demander qui pourrait être un citoyen nord-américain. Et que croyez-vous que fait la banque? Elle leur donne les noms. Ils font la recherche. Je vous raconte ça parce que c'est des copains qui font ce travail-là. Parce qu'ils ne savent pas que des gens comme nous, il y en a partout. Ils croient que c'est du mobilier. Parce que c'est des employés, des salariés, tout ça. Mais si, ils ont un cerveau. Ils vont voir ce qui se passe. Ils viennent nous raconter les turpitudes. Donc ils le font, les Américains, pays par pays. Ils pourchassent leurs ressortissants pour récupérer leur blé. Mais nous, non. Nous, non. Nous, on est flexibles, modernes, je ne sais pas quoi. Et alors, elle dit, portes et fenêtres ouvertes, tout foutant de tous les côtés, personne ne fait rien. Vous avez vu, vous savez ce que ça nous coûte? Alors ça, c'est rien que la triche légale. Hein. Mais après, il y a la triche frauduleuse, c'est vrai. 2000 milliards, ça coûte à l'Europe. Chaque année, la fraude fiscale. Dans notre pays, 80 milliards, plus que le service de la dette. Alors, moi je vous annonce le programme. C'est clair, et je le ferai parce que je sais comment on fait. Parce qu'il y a des gens qui sont sous info qui attendent que ça. Qu'enfin, il y ait des ordres clairs. Parce que c'est la politique qui donne les ordres. Et si les gens ne le font pas, c'est parce que personne ne leur demande de le faire. Bon, allez, on s'est assez énervé.